Focus Podcast. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je reçois une invitée exceptionnelle, Alexia Cornu, coach sportive holistique et autrice engagée pour la santé des femmes. Elle a coaché dans la Silicon Valley, elle aide des milliers de femmes à se sentir mieux dans leur corps à chaque âge de leur vie. Et surtout, elle parle de périnée, ménopause et futur urinaire sans langue de bois. Enfin, quelqu'un qui ose dire les vrais mots. Alors si tu es une femme de plus de 40 ans, ou plus jeune mais qui souhaite en apprendre un peu plus sur son corps et sur ce qui peut potentiellement t'attendre, cet épisode est une vraie pépite. C'est parti, installe-toi confortablement, respire bien, on rentre dans le vif du cycle. Alexia, bonjour, comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi ? Ça va, je te sors un peu du lit du coup. Un petit peu, oui, mais bon, écoute, c'est les inconvénients d'être sur 2 fuseaux horaires, mais c'est un plaisir d'être là quand même. C'est gentil, donc on rappelle, tu es en Californie, il est 6h du matin et chez nous en France il est 15h. Voilà, exactement. Avant de devenir un petit peu la coach bien-être que des milliers de femmes suivent aujourd'hui, qui étais-tu ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les étapes clés de ton parcours ? Oui, bien sûr. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails et puis si jamais il y a des choses sur lesquelles tu as envie qu'on revienne, qu'on creuse, tu me diras. Bien sûr. Quand j'étais jeune, j'étais athlète. J'ai toujours fait du sport, donc équitation en loisir et athlétisme en compétition. Donc jusqu'à plus de 20 ans, l'athlétisme en compétition. Et naturellement, en fait, quand j'étais petite, je voulais bosser déjà dans le sport. Je voulais être coach sportif dans l'armée de l'air quand j'étais au collège. Et ensuite, quand j'étais au lycée, j'avais un amoureux qui était en STAPS. Et donc, je me suis dit, on n'en est pas très loin, donc je vais aller faire STAPS. Donc, STAPS, en France, c'est Université des sciences du sport. Donc, c'est le parcours universitaire, la fac pour les personnes qui veulent bosser dans les métiers du sport. Et donc, je suis partie dans cette filière-là et j'ai adoré. J'ai adoré le côté sciences, anatomie, physiologie, qui étaient vraiment les matières que je préférais. Il y avait aussi tout ce qui était études du mouvement, la biomécanique, les neurosciences, tout ça qui était vraiment passionnant. Et à côté, en fait, j'étais dans un univers qui était très sportif. Et donc, du coup, c'était parfait pour moi. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que entre ma 2e et ma 3e année de licence, il fallait que je trouve, en fait, un stage et surtout un sujet qui me passionnait pour pouvoir faire un mémoire dessus en 3e année. Et c'est un peu la période où, en fait, je me rendais compte que ma mère, elle avait des petits soucis de santé, périménopause, douleurs articulaires, enfin, tu vois, un peu tous ces trucs-là. Et je me suis dit, c'est quand même con. Moi, je suis en train d'étudier les sciences du sport, le corps, la performance. Mais en fait, il y a des gens autour de moi qui sont qui auraient besoin de sport santé et que pourraient peut-être aider aussi différemment. Donc, c'est un peu là où, pour moi, ça a été un tournant entre le sport compétition auquel je me destinais, parce que je faisais les études de préparateur physique et j'étais vraiment dans la filière entraînement compétition. Et au final, mon entourage perso, je me suis dit, tiens, en fait, le sport santé, ça peut être intéressant. C'était les tout débuts du sport santé aussi en France, en tout cas dans la Fédération française d'athlétisme. Ils commençaient à s'y intéresser. C'était les débuts de la marche nordique, etc. Donc, il y avait aussi toute cette ambiance autour qui faisait que je me disais, ça me parle beaucoup. Donc, en fait, j'ai bifurqué à ce moment-là et j'ai fait mon mémoire sur l'accompagnement de ma maman et des femmes de son entourage, donc des copines à elle, sur en fait l'évolution de leur santé pendant 6 mois et de leur morphologie. Donc, en gros, par rapport à un programme que je leur avais créé, que ce soit sportif, nutritionnel et par rapport à un suivi au niveau émotionnel et le programme donc qu'elles avaient, en fait, on a vu l'évolution de leur composition corporelle, l'évolution de leur perception de leur corps pour vraiment identifier en fait quel était l'impact d'un programme individualisé sur elles. Et c'est là où voilà, c'était flagrant l'impact que pouvait avoir un programme d'accompagnement individualisé, à la fois sur le physique, puisqu'on prenait toutes les mesures, l'évolution de la composition corporelle, donc masse grasse, masse musculaire, mais aussi psychologique, de voir à quel point en fait ces femmes elles reprenaient confiance en elles. Et donc ça a été vraiment le déclic pour moi. À la fin de ma licence, je décide de me lancer full time là-dessus. J'avais déjà créé ma boîte parce que pour faire mon stage là-dessus, j'avais créé ma boîte entre ma 2e et ma 3e année. J'ai fait ma boîte j'ai fait mon stage sur mon entreprise au final. Donc j'ai signé mon stage, mais mes profs étaient OK avec ça. Donc ils trouvaient le projet très très fun et donc en fait ça fait qu'à la fin de ma licence, à la fois j'avais déjà une méthode que j'avais pu peaufiner avec mes profs
Et en même temps, j'avais aussi ma boîte. Donc, j'ai continué en fait là-dessus, directement pendant Donc, c'est une et société après de mes quoi que tu études. as créée? J'étais en auto-entrepreneur à l'époque. Donc, en fait, je faisais du coaching individuel à domicile grâce à ma carte professionnelle de jeunesse et sport. Et puis, et en fait, c'est comme ça que j'ai démarré, tout simplement. Et ensuite, quand mon coach d'athlétisme et mon président de club a appris que je faisais ça, donc que c'était mon métier, eux, ils m'ont proposé dans le club d'athlétisme de devenir salarié à mi-temps pour développer du sport santé. Donc, en parallèle, en fait, je développais la marche nordique et du sport santé dans mon club d'athlétisme, donc des séances de remise en forme, cross-training, etc., mais tout public pour les parents en fait des athlètes, etc. Et en parallèle, je développais mon activité donc en auto-entrepreneur de coach individuel à domicile. Donc, j'avais toutes les affaires dans ma petite voiture et puis j'allais chez les gens. Et j'ai fait ça pendant 4 ans en France. Et ça marchait super bien. Je me suis régalée. Et après, je suis partie aux États-Unis. Donc, voilà. Ok. Et au niveau de l'athlétisme, c'était quoi t'avais un domaine particulier? Ouais, l'heptathlon. J'étais déjà multidiscipline, mais je faisais de l'heptathlon, donc épreuve combinée. Et à la fin, j'ai gardé le 400 mètres et le saut en hauteur. T'as une perf peut-être à nous donner, dernière hauteur que t'as pu Ouais, franchir? je franchissais 1m60. Voilà, sachant que je fais 1m65, donc j'étais quand même contente. Et sur les bilans, sur 400 mètres haies, j'étais 40e française à l'époque, dans ma catégorie. Ok. Voilà. Bien. Tu as quel âge aujourd'hui? Voilà, 36. Donc c'était il y a longtemps. J'ai arrêté à 20 ans, donc ça fait 16 ans, tu vois. Ça commence à faire effectivement. Ça commence, ouais. Donc tu es parti après aux États-Unis, donc j'ai noté que tu as bossé chez Google, Airbnb et dans la Silicon Valley. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir à l'étranger? Alors, ce qui m'a poussée à partir à l'étranger, c'était vraiment le rêve américain. J'étais passionnée, en fait, des boîtes de la Silicon Valley. En fait, je suis dans le sport depuis toute petite, mais je suis aussi entrepreneur depuis toute petite. Et c'est vraiment les deux qui m'intéressent. C'est-à-dire qu'il y a autant le côté physiologie, tout ce que je connais sur la femme, le sport, etc. Mais il y a aussi toute la partie business et entrepreneuriat qui est aussi une de mes passions. Donc, en fait, la Silicon Valley mélange les deux parce qu'on est en Californie, donc il y a quand même une culture sportive, une culture du bien-être et de la santé, de la nutrition quand même très développée. Et en parallèle de ça, dans la Silicon Valley, il y a aussi une culture entrepreneuriale avec l'esprit des startups, etc., qui est extrêmement développé. Et donc, j'étais très attirée par cet endroit-là, en fait, pour justement aller me charger en énergie dans tous ces domaines. Et donc, en 2014, je décide de partir là-bas. Donc, ça fait 4 ans que je bosse à mon compte et donc je vends mon activité en France pour pouvoir justement aller m'installer dans la Silicon Valley. Donc, j'ai bossé pour pas mal de boîtes comme tu as cité, donc YouTube, Airbnb, Google, etc. Mais en tant qu'indépendante, j'ai jamais été salariée de ces boîtes-là. En fait, moi, j'étais indépendante et donc j'ai continué mon activité de coach sportive à domicile. Et vu que j'étais dans la Silicon Valley, j'ai aussi profité du lieu pour développer toute une activité team building où en fait, je proposais des activités sportives aux entreprises de la baie et donc des événements sportifs, etc. Ok. Toi qui as lancé ta propre boîte très jeune, quel conseil tu donnerais à une femme qui hésite à se lancer? De bien, en fait, prendre un tableau et lister tous les bénéfices et inconvénients de ne pas se lancer et de se lancer. Vraiment, de bien faire la liste. Et ensuite, pour chaque bénéfice, de trouver des inconvénients associés et pour chaque inconvénient, de trouver les bénéfices associés. Parce qu'en fait, il y a jamais de solution parfaite. Et en fait, quoi qu'il arrive, on apprend en faisant des erreurs. Donc, moi, je souhaite à tout le monde d'en faire parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et juste de bien peser les pour et le contre de chaque situation et ensuite de faire l'exercice inverse pour tout ce qu'on identifie aujourd'hui comme étant un bénéfice, d'aller se poser la question quels sont les inconvénients de ce bénéfice parce qu'il y en a aussi toujours en fait. Donc c'est important de se dire que peu importe le choix qu'on va faire, il y aura des inconvénients et des bénéfices.
et juste d'être le plus aligné possible et de ne pas avoir de regrets. Donc voilà, de se dire dans 20 ans, quand je regarderai ce que j'ai fait, est-ce que j'aurai des regrets ou pas? Et go, quoi. Ouais, bien se renseigner histoire de pas découvrir les inconvénients une fois que tu es dedans, quoi, histoire d'être préparé Oui et non, un peu moi à tout ça, quoi. j'étais pas prête et je suis contente d'avoir découvert les inconvénients quand j'étais dedans. Parce que si on m'avait dit, enfin, tu vois, si j'étais hyper au clair avec tout ce que j'ai découvert au fur et à mesure, je pense que ça m'aurait peut-être découragée. Alors qu'au final, j'ai juste, voilà, dit, bah, quels sont les tu vois, les regrets que je peux avoir, qu'est-ce qui m'empêche vraiment d'y aller? Et de me dire: «Bon, bah, pas tant de choses que ça. En soi, je vais peut-être me prendre des murs, mais je vais pas mourir non plus, quoi». Donc je préfère ça plutôt qu'à me dire, plus tard, bah, ma vie était ennuyeuse, quoi. Ouais, puis aujourd'hui, tu en as tiré des leçons et c'est ce qui fait que tu es peut-être plus forte aussi aujourd'hui. Bah, de toute façon, quand tu prends des risques, tu apprends, donc j'ai beaucoup appris et j'ai une vie qui est incroyable. J'aurais jamais eu cette vie-là si j'avais pas tenté des choses. Ouais, ça, c'est sûr. Tu proposes une approche très globale, sport, sommeil, émotion. Pourquoi ce choix vraiment de coaching holistique et comment tu l'as découvert? Hem, c'est c'est pas un choix, hein, qui a été vraiment genre, c'est pas moi qui ai décidé au début: «Je vais faire un coaching holistique». Mais en fait, j'ai commencé à accompagner des femmes et je me suis rendu compte qu'en fait, si c'était pas holistique, ça marche pas, tout simplement. Donc ça a été, plus un choix qui s'est imposé à moi que l'inverse. J'ai commencé en proposant, un coaching sport et nutrition puisque c'était les 2 matières que je maîtrisais et que j'avais étudiées et en fait, bah, très vite, je me suis rendu compte que sport et nutrition, j'étais limitée dans mes résultats avec les personnes que j'accompagnais, que c'était pas assez complet, que la dimension, psychologique et émotionnelle était extrêmement importante, que le sommeil était extrêmement important. Donc j'ai pas pu passer à en fait, c'était soit je continuais uniquement avec ce que j'avais appris initialement et du coup, je passais à côté d'énormément de choses pour les personnes que j'accompagnais et je les accompagnais pas correctement par rapport à ce que j'estimais être un accompagnement correct. Soit je me formais sur tout ce que je ne maîtrisais pas pour pouvoir leur apporter un accompagnement qui faisait du sens pour moi et qui me permettait vraiment de les emmener là où elles avaient envie d'aller, quoi. Oui, tu t'es demandé ce que toi, tu voulais peut-être avoir comme coaching et puis tu t'es dit: «Bon voilà, c'est pas ce que j'aimerais», donc tu poussé les choses. C'est plus, à discuter avec elles, je me rendais compte que c'était pas suffisant si je m'arrêtais à mes compétences initiales et donc c'est plus dans parce que, pas par rapport à ce que moi j'aurais aimé, parce que je compare jamais mes clientes à mon parcours. Déjà, j'accompagne tout le temps des femmes qui sont beaucoup plus âgées que moi et qui ont des problématiques que j'ai pas forcément expérimentées moi en tant que personne. Donc je me fie pas à moi, mon ressenti, je me fie à ce qu'elles me disent et je les crois. Contrairement à beaucoup de personnes qui vont accompagner en se fiant à leur expérience et qui, du coup, vont se dire: «Bah, non, mais moi, je ressens pas ça», donc vont être moins à l'écoute des personnes qu'ils accompagnent parce qu'ils vont mettre le filtre de leur jugement et de leur ressenti, ce qui, pour moi, est pas professionnel et du coup, je me fie toujours à ce qu'elles, elles me disent et donc quand je leur propose un accompagnement basé sur ce que j'ai étudié et qu'elles me disent que ça ne fonctionne pas, je me dis pas: «Elles ont pas fait» ou «Elles ont mal fait». Je me dis: «OK, donc ce que j'ai étudié n'est pas suffisant». Et je me remets moins en question, mes études et donc je vais chercher, encore plus loin et donc c'est comme ça qu'en fait, pendant plus de 10 ans, j'ai fait des tonnes et des tonnes et des tonnes de formations complémentaires parce qu'en fait, chaque femme est différente et que du coup, bah, chaque fois que j'avais une nouvelle femme, j'étais en manque d'outils, j'étais en manque de connaissances et donc j'allais en fait, me former davantage, parler à d'autres professionnels qui avaient plus d'expérience que moi pour savoir comment est-ce qu'ils aborderaient telle ou telle, bah, problématique et cetera pour vraiment, au fur et à mesure des années, en fait, avoir ma boîte à outils personnelle qui augmente et ne jamais comparer ce que les femmes que j'accompagne vivent à ce que moi j'expérimente, mais toujours les écouter, parfois les comparer entre elles parce qu'elles expérimentaient des choses similaires entre elles et donc du coup, ça me permettait de pouvoir faire des liens en me disant: «OK, ça a marché avec cette personne, donc je vais retenter la même chose avec celle-là». Des fois ça marchait et des fois pas, donc fallait hop, je retourne dans les livres, dans les études et c'est ce qui fait, je pense, qu'aujourd'hui, j'ai un accompagnement qui est très large et qui tient compte d'énormément de choses parce que j'ai fait plus de 15 000 heures de coaching à domicile et que du coaching en one-on-one. Donc, en fait, chaque femme m'ayant repoussé, moi, dans mes connaissances, ça m'a permis d'acquérir, du coup, une vision globale de la santé de la femme qui était profonde.
T'as eu que des femmes ou t'as quand même coaché des hommes au début, peut-être? Au début, un petit peu, mais c'était toujours, des amis ou des maris de mes clientes. J'ai jamais cherché à coacher des hommes, directement et très vite, en fait, j'ai arrêté parce que il y a un rapport au corps, déjà, quand on est coach individuel et qu'on va à domicile, il y a un rapport il y a une proximité qui se crée très Mmh. vite. Et donc du coup, ça me forcément me mettait pas forcément à l'aise parce que j'ai commencé, comme tu l'as dit, très jeune. Donc Mmh. à 20 ans, on n'a pas forcément envie de rentrer dans l'intimité d'hommes. Et aussi parce qu'au niveau, physiologique, je me suis très vite rendu compte que toutes les études étaient basées plutôt sur les hommes. Or, moi, je préférais accompagner les femmes et que, en fait, les études manquaient énormément sur les femmes. Et je me suis mise tout de suite sur les femmes pour pouvoir me spécialiser aussi et pouvoir faire moi mes propres datas par rapport à ce que je voyais, par rapport aux accompagnements que je faisais. Voilà, j'étais plus passionnée de me dire il y a tellement, je suis très curieuse, il y a tellement de choses à chercher et à explorer sur la femme. Et très vite, j'étais à saturation en termes de nombre de clientes que je pouvais prendre vu que je faisais de l'individuel à l'époque, et du domicile. Donc j'ai très vite réduit sur les femmes pour faire que ça. OK. Pour toi, quelle est la vision aujourd'hui du bien-être? Hem, Ça dépend de quel point de vue tu te places, mais parce qu'il y a la vision du bien-être que la société veut nous faire, penser, et puis il y a la Non, moi vision je pense du vraiment, voilà, vraiment bien-être ta personnel, quoi. vision à toi du bien-être, quoi, ouais, ta vision personnelle. Ma vision personnelle du bien-être, elle passe sur, du coup, les différents piliers, dans lesquels je crois, ce qui sont l'activité physique. Donc c'est d'être capable de pouvoir bouger sans douleur, de pouvoir faire tous les mouvements et toutes les activités qu'on souhaite sans douleur. Sur le plan sommeil, c'est de pas être fatigué, de vraiment, se sentir qu'on a de l'énergie. Donc, vraiment, tu te réveilles le matin, tu as de l'énergie. Quand tu as envie d'accomplir quelque chose, tu as l'énergie de le faire. Sur le plan nutritionnel, le bien-être, c'est que ce soit pas une prise de tête et qu'il y ait pas, que ce soit pas dicté par, je vais être plus mince ou je compte mes calories ou je fais attention à mon assiette, et cetera. Pour moi, le bien-être dans l'assiette, c'est de pouvoir manger tout et de se faire plaisir sans que ce soit une charge mentale et sans que tu vois, que ça génère derrière des troubles. Et puis, il y a la notion du bien-être, psychologique, et on parle beaucoup maintenant de santé mentale, mais c'est un sujet qui a été tabou pendant des années. Et donc voilà, pour moi, le bien-être, c'est aussi, de prendre soin de sa santé mentale. Donc tu vois, c'est vraiment ces 4 piliers: l'activité physique, le sommeil, la nutrition et la santé mentale. Et de naviguer à travers ces 4 piliers, en se sentant, sur chacun le mieux possible. Sachant que c'est jamais parfait, mais d'essayer en tout cas de chercher sur chacun de ces piliers-là, une stabilité et un équilibre. Justement, en parlant d'équilibre, à quoi pourrait ressembler une journée équilibrée selon toi? Est-ce que tu as des petites routines ou des rituels fétiches? Moi, j'ai un mode de vie qui est assez particulier, donc pour moi, il y a pas de, tu vois, j'ai pas de routine stricte. Hem, mais clairement, pour moi, une journée type, ça doit être des aliments qui sont bons et qui font plaisir. De bien manger, c'est important. Bien s'hydrater, c'est important aussi parce que, en fait, il y a énormément de femmes qui ne boivent pas suffisamment d'eau et qui sont très fatiguées ou qui vont, se sentir ballonnées, gonflées, qui vont avoir un métabolisme qui fonctionne pas très bien, et cetera, mais qui boivent pas suffisamment. Moi, je le vois, l'hydratation, extrêmement importante. Et donc voilà, une journée où on s'est bien hydraté, on a bu beaucoup d'eau, de l'activité physique dans la journée évidemment. Du temps pour soi, j'aime bien moi écrire. Donc avoir un petit moment le matin ou le soir pour faire du journaling, de l'écriture. Et puis des échanges. La vie, ça reste quand même les échanges. Donc voilà, d'avoir eu des échanges, somme toute intéressants dans la journée. C'est vrai. En parlant d'écriture, on reviendra un petit peu plus tard justement sur les 2 livres que tu as pu, écrire. Justement, avec tout ce que tu fais, comment toi tu gères ton énergie au quotidien? Toujours un peu de temps pour moi avant de donner mon temps aux autres. Je fais un métier où je suis exposée sur les médias, où je passe beaucoup, beaucoup de temps à coacher, je passe beaucoup de temps à donner aux autres. Et donc du coup,
ce qui est le plus important dans les métiers, je pense, quand on est dans le sport, dans la santé ou quand on est dans les métiers de coaching ou d'accompagnement où on donne beaucoup aux autres, c'est de pas oublier de se donner à soi-même. Donc dans mon agenda sur la semaine, dans mon agenda sur la journée, il y a vraiment des temps pour moi qui sont bloqués, qui sont non négociables. Voilà. Et mon temps pour moi, que ce soit pour faire de l'activité sportive, que ce soit pour manger, que ce soit pour appeler mes amis, ma famille, ou pour faire des activités loisirs, c'est des non négociables en fait. Donc, Non, mais c'est bien, je trouve que c'est une bonne chose. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs ou autres qui prennent pas le temps de manger, même tout simplement, qui mangent en traitant des mails, qui mangent en étant au téléphone, etc., sur la route pour certains. Et c'est vrai que se dégager du temps rien que pour soi, je pense que ça fait partie du bien-être aussi, voilà, comme tu dis, de prendre soin de sa santé mentale. c'est indispensable et malheureusement, ouais, c'est assez challengeant quand on est entrepreneur et qu'on fait plein de multi-projets. Ça fait partie du challenge au quotidien, mais je pense que pour durer dans le temps, c'est indispensable. Ça fait 16 ans que je fais ce métier. Je pense que je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas mis en place des choses pour ma santé physique et mentale. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet du podcast. La ménopause et périménopause pour certaines. Beaucoup de femmes donc vivent la périménopause ou la ménopause comme un tabou. Toi, tu dis que ça peut être une transition puissante. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là? En fait, il faut vraiment voir les parties, les différentes phases d'une vie d'une femme comme tout ayant leurs avantages et leurs inconvénients, et de les accueillir parce qu'elles sont assez différentes pour le coup, mais pas moins intéressantes les unes que les autres. Le problème, c'est que dans les pays occidentaux, on a une vision où, au final, la femme, elle est utile et intéressante pendant sa période de fertilité, donc pendant la période où elle est capable de créer. Et en fait, finalement, ce qui vient avant et ce qui vient après, voilà. Et tout ce qui est autour, finalement, aussi de ça, pas vraiment intéressant. Quand on voit le nombre d'études faites dans le sport sur les performances féminines, c'est navrant, parce que vu que le cycle féminin impacte énormément sa performance, les gens n'ont pas envie de se prendre la tête avec toutes ces variabilités, parce que ça fait faire plus de statistiques à la fin pour les études, et donc du coup décident juste de faire des études sur des panels hommes, parce qu'il y a moins de variabilité. Sauf qu'en fait, c'est extrêmement intéressant, toutes ces variations hormonales, et donc la femme, tu vas vraiment avoir toute la partie enfance, l'adolescence, et donc tu vas avoir la partie puberté où il y a tout le système hormonal qui se met en place pour pouvoir créer. Et puis ensuite, elle va avoir sa vie de femme, avec ou sans grossesse. Et la ménopause, c'est un petit peu l'adolescence inversée, dans le sens où en fait finalement les hormones vont arrêter de travailler dans le sens de la fertilité. Donc ça veut pas dire non plus qu'on n'a plus du tout d'hormones, mais ça veut dire que les hormones qui vont permettre du coup la fertilité de la femme, principalement les oestrogènes et la progestérone, vont ralentir. On a en fait un nombre compté de follicules à la naissance, donc 2 entre guillemets, qui vont au fur et à mesure de notre vie diminuer. Et quand on arrive à la fin de cette réserve d'eux, eh bien, il y a nos hormones qui vont vraiment s'activer parce qu'en fait, elles sentent que c'est la fin. Donc, dans un premier temps, elles vont surtravailler pour compenser le fait qu'on est en fin de fertilité. Et c'est ce qu'on appelle la périménopause. Donc, en fait, en périménopause, c'est pas un arrêt des règles. En périménopause, c'est plutôt les hormones qui s'activent. Donc, tu vas vivre une sorte de deuxième adolescence qui ressemble un peu à du postpartum. Tu vas vraiment avoir des variations hormonales qui vont impacter ton sommeil, qui vont impacter ta peau, tes cheveux, mais aussi tout son système cérébral. Donc, tu peux avoir du brouillard cérébral, tu peux avoir des pertes d'attention, des pertes de mémoire, comme les femmes enceintes. Tu vas aussi avoir tout ce qui est autour du climatério, c'est-à-dire on en parle beaucoup, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, etc., mais qui sont pas les seuls symptômes de la périménopause. Mais en gros, vu que les hormones féminines régissent énormément de choses au quotidien dans notre corps, quand elles commencent à surfonctionner entre guillemets parce que elles vont ensuite s'arrêter à cause donc de notre quota de follicules qui arrive à la fin, ça génère plein de troubles.
À savoir que ces hormones-là, elles sont très sensibles au stress, elles sont très sensibles à la fatigue, elles sont très sensibles à l'alimentation, elles sont très sensibles à notre niveau d'énergie globale et à l'activité physique. D'où l'importance de travailler sur ces piliers-là quand tu es dans cette phase-là de ta vie, parce qu'en fait, ça va permettre de pouvoir faire une sorte de tampon et de diminuer les symptômes liés à cette transition hormonale. Ouais, tu fais une régulation, quoi. Tu fais une autorégulation qui peut s'accompagner éventuellement d'un traitement hormonal quand tu n'arrives pas à sortir la tête de l'eau et suivant l'intensité de tes symptômes et les symptômes en question, parce qu'on va pas tout expérimenter les mêmes symptômes. Il y a certaines femmes, elles ont jamais de bouffée de chaleur et du jour au lendemain, arrêt des règles. Fin de l'histoire. Et tu vois, elles ont pas eu trop de symptômes, voilà, juste du jour au lendemain, ça arrive. Et t'en as d'autres pendant 10 ans, ça va être bouffée de chaleur, sueur nocturne, brouillard cérébral, prise de poids, douleur articulaire, inflammation. Enfin, donc en fait, t'as autant de ménopause que de femmes ménopausées. Ce qui est évident, c'est que c'est pas une maladie, parce qu'on va tout y passer, 100% des femmes, c'est vraiment, faut le voir comme une période en fait de notre vie, comme la puberté est une période. La périménopause, qui est le moment où on va le plus expérimenter des symptômes, c'est la période désagréable. Mais ensuite, quand t'es ménopausée, c'est arrêt total de saignement pendant plus de 12 mois. Donc, La périménopause, c'est vraiment la période galère. Souvent, on se dit oui, ce qui est galère, c'est la ménopause. En fait, ce qui est vraiment galère, c'est la périménopause. C'est la phase qui précède ta ménopause, où t'as beaucoup de dérèglements hormonaux parce que t'arrives à la fin de ta fertilité et que du coup, ton corps, il s'excite parce qu'il est là, on essaye de faire durer le truc. Et donc, c'est la plus grosse transition qu'il y a, quoi. C'est ça, et c'est vraiment ce moment-là qui peut être compliqué. Mais une fois que t'as plus du tout de saignement, donc t'as plus de règles, donc t'as plus de cycle, là, en fait, ce qu'il va falloir être vigilant à ta densité osseuse, parce que t'as beaucoup plus de risques d'ostéoporose. Il va falloir être vigilant à ta santé cardiovasculaire, parce que t'as beaucoup plus de risques d'accidents cardiovasculaires, parce que les hormones comme les oestrogènes et la progestérone, qui du coup, à ce moment-là, sont vraiment en quantité réduite, n'assurent plus leur fonction de protection de ton système cardiovasculaire et de ta densité osseuse. Donc, il va falloir mettre en place des choses pour protéger ça. Mais par contre, t'as plus tous les symptômes que t'as pu expérimenter dans la périménopause. Une fois que t'es ménopausée, en fait, ça redevient calme en termes de symptômes. Par contre, il faut juste faire attention à prendre soin de ton corps différemment parce qu'en fait, tu rentres dans une nouvelle phase de ta vie. Et pendant la périménopause, du coup, vu que tu dis que tu as tous les hormones qui s'excitent un petit peu, est-ce que du coup, tu es beaucoup plus à risque de tomber enceinte? Ou est-ce que ça change rien par rapport à... T'es pas plus à risque, mais par contre, il y a plus de risque quand tu commences en fait à te dérégler, t'as plus de risque de grossesse gémellaire, par exemple, parce qu'en fait, vu que tes hormones vont booster un peu ta fertilité, tu peux avoir une double ovulation, par exemple. Et tant que tu n'as pas un arrêt total de saignement depuis plus de 12 mois, tu peux encore tomber enceinte. Tu vois, il y a beaucoup de médecins qui disent « Oh oui, c'est bon, vous approchez la cinquantaine et tout ça ». Parce que certaines femmes, tu vois, elles ont par exemple des moyens de contraception qui retirent les règles. Donc, elles ont pas de saignement, donc elles savent pas vraiment où est-ce qu'elles en sont. Des fois, tu as des médecins qui te disent « Oui, vous avez plus de 50 ans, on va retirer le stérilet et puis tout va bien, quoi ». Mais en fait, tu as des femmes à plus de 50 ans, elles ont encore leurs règles. Et en fait, avec le stérilet, elles le savent pas parce qu'en fait, suivant tu vois, tu peux avoir des stérilets hormonaux qui donc arrêtent les saignements et tu peux te retrouver à 50 ans enceinte. Donc, tant que vraiment t'as pas un arrêt total de saignement depuis plus de 12 mois, considère que Sans moyen de contraception, du coup. Alors, ça dépend si tu as un moyen de contraception. Oui, si tu veux, parce qu'en fait, la plupart des contraceptifs te stimulent des saignements. Ou alors, t'arrêtes les saignements. Donc oui, le moyen de savoir si t'es vraiment encore s'arrêter réglé. pendant 12 mois, voilà, moyen de contraceptif. Ouais, et te protéger quand même. Parce que du coup, oui, bien sûr, t'es encore à risque. de rester se protéger, bien sûr, avec des préservatifs ou autres, mais voilà, c'est vrai que c'est un des inconvénients aussi des femmes, tu vois, c'est vraiment la contraception, où c'est pas idéal, on va pas se mentir, parce que entre les traitements hormonaux et le fait aussi d'être complètement déconnecté de son cycle, et là-dessus, tu vois, si tu fais un podcast avec Gaëlle Bendassari, elle l'explique très bien, mais
faut savoir que quand tu prends des moyens contraceptifs comme la pilule, par exemple, tu déconnectes tes hormones de ton cerveau. Et donc, en fait, tu trompes ton cerveau. Et donc, les saignements que tu as ne sont pas tes réelles règles, en fait. C'est des fausses règles, c'est des saignements, en fait, parce que tu arrêtes de prendre, tu vois, souvent, la pilule, tu la prends un certain nombre de jours, tu arrêtes de la prendre, tu as des saignements, tu te dis, c'est bon, j'ai mes règles. Bon, sauf qu'en fait, c'est des saignements qui sont dus à l'arrêt de la contraception, qui ne sont pas comme des vraies règles quand t'as pas de moyen de contraception avec une ovulation que tu peux traquer, etc. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu privé de ça souvent en tant que femme. Moi, on m'a mis sous contraception à 14 ans, parce que je faisais du sport en compétition et que c'était plus simple pour gérer les règles, les douleurs de règles, etc. Et donc, ça fait pendant plus de 10 ans, même presque, pendant plus de 10 ans, presque 15 ans, tu vois. J'ai pris la contraception sans jamais me poser la question. De me dire, ça fait quoi à mon corps? Pour moi, voilà, quand j'ai arrêté mes pilules, j'avais mes règles. Enfin, c'était, voilà. Et donc après, quand je me suis, du coup, passionnée pour tout ce qui était cycle féminin et que j'ai exploré un petit peu plus tout l'envers du décor et de me rendre compte qu'en fait, ce que je croyais être mes règles, c'était pas des règles. Et que j'étais complètement déconnectée de mes hormones, que j'avais aucune idée, j'avais jamais observé finalement mon cycle menstruel, que j'avais aucune idée de ce qui se passait dans mon corps. Et alors que c'est un outil de suivi de santé qui est hyper puissant. Les règles nous en disent énormément tout au long de notre cycle sur notre état de santé. Et donc c'est dommage de s'en priver. Ouais, c'est pour ça que justement je pars un peu là-dessus, parce que je pense que voilà, t'es pas la seule femme qui était ignorante de ce que faisait la pilule contraceptive sur votre propre corps, hein, tout simplement. Et c'est pour ça aussi que j'ai contacté Gaël, afin de préparer aussi un petit podcast là-dessus, encore à définir le sujet, mais je pense qu'on partira beaucoup sur tout ce qui est période menstruelle, et puis aussi tout ce qui est SOPK, endométriose. Mhm. C'est toutes des choses aussi qui sont, je pense, fort intéressantes, et où beaucoup sont ignorants sur ce sujet-là. La santé de la femme, je trouve, reste encore très tabou. Tu vois, que ce soit sur la ménopause, parce que dans notre société, on va avoir tendance à associer la ménopause à une femme périmée. Et tu sais, c'est assez dingue. J'en parlais avec une amie cette semaine, tu vois. C'est quand tu passes 35 ans, les gens, ils ont aucun problème à te dire, va falloir se dépêcher pour avoir des enfants, attention, tu vois, t'arrives à péremption. Ça, on te le dit dès 35 ans. Mais par contre, quand t'as 35 ans, tu parles de périménopause et de ménopause, te dis, mais de quoi tu parles? Tu sais pas de quoi tu parles. Là, tu vois, t'es super loin. Mais en fait, les gars, vous êtes au courant que la périménopause est la fin de la fertilité? Enfin, on est en train de parler de la même chose, en fait. Donc, ça vous passe aucun problème de me dire, après 35 ans, que ça va être compliqué d'avoir des enfants, que je vais faire une grossesse gériatrique et que ma fertilité, c'est un peu chaud, quoi. Mais par contre, ça vous pose aucun problème de me dire que j'ai pas ma place à parler de ménopause. Justement, j'allais dire, est-ce que du coup, dans tes clientes, tu as eu ce genre de réflexion, sachant que du coup, comme tu dis, tu n'es pas passé par là? Alors, dans les femmes que j'accompagne, pas du tout, pour le coup. Et je pense au contraire que la plupart des femmes que j'accompagne, elles apprécient vraiment ma prise de recul, parce que je me base sur toutes les femmes que j'ai accompagnées et non pas sur moi. Donc, ou sur ma mère, parce que c'est quand même la première que j'ai accompagnée, mais en fait, je la compare pas, parce que chaque femme est très différente. Et je pense que c'est quelque chose qu'elles apprécient, parce qu'en fait, le fait de ne pas me reposer sur mon expérience et sur mon ressenti fait que je suis énormément à l'écoute et je pose beaucoup de questions. Qu'en fait, j'ai juste besoin de savoir comment ça se passe pour elles. Et je me base sur ce qui se passe pour elles pour pouvoir les aider. Donc, c'est plutôt quelque chose, en tout cas, les femmes que j'accompagne, oui. Mais par contre, c'est trop triste de voir à quel point d'autres femmes qui vont peut-être se sentir en insécurité que je fasse ça, ou qui vont se comparer, parce que c'est de la jalousie pour le coup, vont venir critiquer le fait que j'en parle alors que je suis jeune, sans se poser la question du fait que ça fait quand même une expertise que je développe depuis plus de 16 ans, et qu'en fait, c'est mon métier, tout simplement. Et qu'on va pas demander à un gynéco d'avoir un vagin pour faire correctement son métier, on va pas demander à
je sais pas, un endocrino, Oui, même tu un vois? oncologue, il a pas besoin Donc d'être passé par un cancer pour être pour être bon dans son pertinent métier. dans ce Ouais, qu'il non, bien fait, sûr. tu vois? C'est ce qui fait, Heu voilà, tous les expériences que tu as eues avec tous tes clients, comme tu dis, les et nombreuses tes formations que tu études, as tes passées, les études que formations, tu as. tes études. Exactement et ces réflexions-là ne viennent jamais des hommes et c'est triste. Parce que tu vas avoir beaucoup de femmes qui vont parler de l'importance de la sororité, de se soutenir, etc. et qui derrière vont envoyer des messages incendiaires quand tu as une jeune femme qui s'intéresse à ces sujets-là, en fait. Donc, heureusement, mon Dieu, ce n'est pas la majorité. Mais c'est vrai que, en fait, c'est encore, je pense, trop tabou et dans la société pour qu'on puisse en parler de façon décomplexée et que tout le monde puisse en parler de façon décomplexée, les hommes, les femmes et de tout âge, en fait. Et c'est ça l'objectif pour moi, c'est de pouvoir en fait apporter ce sujet-là sur un sujet qu'on peut parler autour de la table, sur un dîner de famille, tu vois. J'ai une amie qui me partageait il y a quelques mois que elle parlait de contraception, elle parlait de règles sur un déjeuner entre amis un dimanche et que t'as un des hommes de la table qui s'est levé, qui s'est mis en colère parce qu'il y avait sa fille autour de la table et qui disait que c'était hors de question que sa fille entende parler de contraception et de règles alors qu'elle était pas, tu vois, elle était jeune, hein, elle était encore enfant, elle n'était pas adolescente et, et c'était hyper choquant d'avoir ce type de réaction, mais en fait ça existe encore aujourd'hui en 2025, des hommes qui se braquent parce qu'on va parler d'hormones, de contraception et de ménopause autour d'une table, alors que ça concerne 100% des femmes, donc la moitié de la population. Ça, et puis sa femme à lui-même aussi, tu vois, c'est ça Bah, sa que je fille, vois. sa femme, sa sœur, Voilà, ouais, sa fille, sa sa mère, femme, ses sœurs, enfin, sa tu mère, vois? Je veux dire, en fait, exact, ouais, bien sûr. on vit en fait ensemble, les hommes et les femmes. Donc, je veux dire, c'est hyper important qu'on sache comment on fonctionne les uns et les autres et qu'on se respecte les uns et les autres aussi. Bien Et, sûr, puis moi, je sais pas, c'est voilà. intéressant. Moi, je trouve, tu vois, là, aujourd'hui, je vais en apprendre beaucoup. Tu vois, ça me permettra aussi, ben, le jour où ça pourra arriver à ma femme, tu vois, de comprendre certaines choses, certainement, d'anticiper peut-être certaines choses, de mettre en place aussi peut-être des choses que je vais apprendre aujourd'hui dans ce podcast avec toi. Et je trouve ça, au contraire, génial, tu vois. Mm. Moi-même, pour pousser un peu plus le truc, tu vois, moi, je dis à ma femme, il faudrait qu'elle arrête justement cette pilule qui est, je pense, d'après tout ce qu'on entend, mais qui n'est pas optimale pour sa santé. Alors, pour qu'elle ne tombe pas enceinte, peut-être, mais point de vue santé, voilà, c'est pas ce qu'il y a d'optimal. C'est, bah, tu prends des hormones tous les jours, donc après, aujourd'hui, il y a quand même tu vois, des options qui sont microdosées. Il y a beaucoup d'études quand même qui sont faites dessus, pour, évidemment enfin, l'idée, c'est pas non plus de créer trop de risques. Donc on limite les risques, mais ça reste un médicament que tu prends tous les jours. Donc il y a Ouais, forcément c'est des clair. effets secondaires et voilà. Mais c'est, pour le coup, tu vois, c'est aussi moins dangereux que de manger de la merde tous les jours. Des produits Oui, transformés, enfin, tu vois ce que je veux dire? on est C'est-à-dire qu'il d'accord. faut aussi tout remettre en perspective. Quand tu prends soin de ta santé et que tu le fais de façon globale comme j'essaye de sensibiliser les personnes que j'accompagne à ça, faut commencer un peu par la base. C'est-à-dire qu'avant de te dire: «Je vais arrêter ma pilule parce qu'il y a des hormones», c'est de te dire: «Est-ce que je bois 1,5 litre d'eau par jour? Est-ce que je mange des légumes à chaque repas? Est-ce que je bouge tous les jours?» Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus délétère pour ta santé de pas manger de légumes, de pas boire suffisamment d'eau et de pas bouger que de prendre une pilule contraceptive. Bien sûr, Donc, on est d'accord. Oui, oui. voilà. Mais c'est vrai qu'après, quand tu t'intéresses à ça, tu vois, avant moi d'arrêter la pilule, j'ai quand même changé tous mes produits ménagers, qui sont beaucoup plus à risque et perturbent beaucoup plus ton système hormonal que la pilule. Donc c'est pareil, d'essayer de se dire qu'est-ce qui m'entoure et avec quoi je suis en contact le plus. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je mets dans mon corps au quotidien, qui est la base de la base. Comment je m'occupe de mon corps au quotidien, donc le mouvement, base de la base. Et puis ensuite, qu'est-ce que je touche au quotidien, donc ta lessive, tes produits ménagers. Est-ce que tu aères bien ton environnement? Quels produits tu mets sur ta peau en termes de maquillage, de crème, etc. Tu vois, parce que la peau absorbe aussi ce que tu lui mets dessus, en fait. Et après, bon, bah, voilà, tu peux aller un peu plus loin encore sur tout ce qui va être contraception, médicaments, etc. C'est vrai que tu vois, quand j'étais plus jeune,
que je m'entraînais, que je faisais des séances très dures quand j'étais à la fac, quand tu savais que tu allais avoir des courbatures, tu disais allez, je vais prendre un petit Doliprane, etc. Et en fait, c'est tellement anodin parce qu'en France, on est quand même champion du monde de la consommation de médicaments auto-prescrits. Et pareil, tu vois, c'est des pratiques où je me suis jamais interrogée dessus quand j'étais plus jeune. Puis un jour, je me suis interrogée, je dis c'est quand même fou tout ce qu'on a dans une boîte à pharmacie à la maison. Enfin, tu vois, je veux dire, on a des Dont pharmacies la moitié des médicaments sont périmés d'ailleurs. Ouais, en plus, tu vois. Et donc ça, tu vois, je m'y suis intéressée quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est clean beauty, à tout ce que je mettais sur ma peau. J'ai commencé, tu vois, à vider toute ma salle de bain, à regarder les dates de péremption de mes crèmes, à regarder la composition de mes crèmes, parce qu'en fait, je regardais la composition des aliments que je mangeais, mais je regardais pas la composition de ce que je me mettais sur le corps. Et donc, du coup, tu vois, j'ai fait un énorme tri. Puis c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, les médicaments... Donc en fait, je n'ai plus de boîte à pharmacie à la maison. J'ai juste des pansements et tu vois, une trousse de secours. Mais j'ai plus de médicaments. Et donc, en fait, ce qui est cool, c'est que quand je suis malade et qu'il faut vraiment que je prenne quelque chose, c'est extrêmement efficace. À chaque fois, les médecins me disent genre, voilà, tu réagis très bien. Je dis oui. Mais bon, ça fait 15 ans, du coup, que je prends plus de médicaments. Tu vois, Sauf qu'à extrême, oui, donc du coup, ça sauf qu'à réagit bien. extrême. Tu vois, même tu vois, un Doliprane, faut que vraiment que j'ai de la fièvre et que je sois au bord du gouffre pour prendre un Doliprane. Tout ce qui était Spasfon, etc., tu vois, qu'on prenait comme des petites pilules magiques avec un syndrome prémenstruel qui, au final, ne fonctionnent plus au bout d'un moment, évidemment. Tu vois, tous ces trucs-là, j'ai complètement arrêté. Et je me suis intéressée à des moyens plus naturels et plus respectueux aussi de mon corps pour essayer de gérer justement ces choses-là. Pendant la périménopause, quels sont les changements physiologiques majeurs et comment les anticiper? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou pas? Alors oui, il faut vraiment anticiper. Le plus important, c'est d'anticiper. Et comme je te disais, donc les changements majeurs, ça va être vraiment la diminution de ta progestérone et tes œstrogènes qui vont être liés du coup à la fin de ta réserve de follicules. Donc ça, c'est ce qui se passe vraiment au niveau de tes ovaires et au niveau de ton système de procréation, quoi. Ce que tu peux faire, et ce qui va être vraiment important, c'est d'essayer déjà au maximum de limiter le stress, parce qu'en fait, tout ce qui génère du stress va venir amplifier tes symptômes. Donc, il y a le stress qu'on connaît, tu vois, le stress que tu peux avoir en termes de charge mentale, le stress au boulot, etc. Mais tu as aussi des stress qui sont moins perçus, comme par exemple le fait de sauter des repas, le fait de te coucher très très tard, ou de te lever très très tôt, ou de jamais manger à heure régulière, ou de te restreindre en quantité, etc. En fait, à chaque fois que tu fais des trucs comme ça rajoute du stress à ton corps. Et après, il y a aussi le stress dans le choix des activités physiques, où des fois, en fait, tu vas ne pas respecter ton corps, ne pas respecter ses besoins. Tu vois, si par exemple, tu fais pas du tout de sport et d'un coup, tu t'y mets à fond, ça va énormément stresser ton organisme, il va pas comprendre ce qui se passe. Alors que le sport est bon pour la santé, mais en fait, il y a des façons de le faire aussi pour que ce soit optimal. Donc, la première chose, c'est vraiment de se dire, OK, j'essaye déjà de limiter le stress sur lequel j'ai du contrôle. Parce que tu as des stress sur lesquels tu n'as pas de contrôle. Et donc, du coup, d'essayer de manger à heure régulière, de manger les quantités nécessaires pour ton corps, d'essayer de te coucher et de te lever à des horaires réguliers aussi, le plus possible, et de faire de l'activité physique tous les jours à ton niveau. De vraiment, si tu es en reprise d'activité physique, tu fais des activités physiques débutants. Tu vas pas faire l'activité physique de quelqu'un qui s'entraîne 6 fois par semaine du jour au lendemain. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est vraiment de mettre en place une routine bien-être et de la mettre le plus tôt possible en place. Parce qu'en fait, si tu attends d'être dans le mal pour dire je vais faire quelque chose, le truc, c'est que tu es déjà dans le mal. Donc, ça va être beaucoup plus difficile de faire quelque chose parce que tu vas avoir moins d'énergie, tu vas déjà avoir des symptômes qui vont te perturber. Et donc, il va falloir que tu jongles à la fois avec ton corps qui est déjà en train de changer et à la fois avec plein de choses qu'il faut que tu mettes en place. Alors que si tu dis le plus tôt possible, je mets en place une routine sportive, je mets en place une hygiène au niveau de mon sommeil, je mets en place une alimentation qui est équilibrée et je mets en place des choses pour éviter de stresser mon corps, mon organisme, ma tête, je vais voir une psy si je sens que j'ai beaucoup de pression au travail. Je mets en place des choses pour ma santé mentale.
comme par exemple la respiration pour apaiser les sécrétions de cortisol si tu sais que tu fais que t'as beaucoup de pics de stress dans ta journée. C'est vraiment en fait c'est là où l'écriture, je trouve, aide beaucoup. C'est de prendre le temps de se poser la question de comment je me sens, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui, régulièrement de voir les différents piliers de ta vie. Moi, je fais souvent faire ça, mais tu vois, mes clientes en coaching, je leur fais faire une étoile et chaque branche de l'étoile est un pilier différent. Donc, il y a par exemple mon alimentation, ma nutrition, comment je la juge de 1 à 10. Ma routine sportive, comment est-ce que je me sens de 1 à 10 dans ma routine sportive. Mes relations sociales, amicales, mon travail, mes finances, tu vois, toutes mes relations amoureuses, familiales, amicales. Au niveau du pro, est-ce que je fais un métier qui est aligné avec mes valeurs? Au niveau de mon environnement de vie, est-ce que je vis dans un endroit dans lequel je me sens bien? Que ce soit, tu vois, ta maison, mais que ce soit aussi ta ville. Est-ce que tu te sens isolé ou pas? En fait, vraiment, moi, je leur fais faire ça tous les trimestres. On prend le temps de se poser et de faire vraiment le point sur plein de phases différentes de ta vie et de te dire, par rapport à toutes ces phases-là, comment je me sens? Et en fait, ensuite, de dire, OK, s'il y a des phases où je me sens pas bien, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que je me sente mieux dans ces domaines-là? Et ensuite, de voir les actions concrètes qui sont envisageables pour se sentir mieux dans ces domaines-là. Parce que c'est trop con de faire un raccourci en disant j'ai pris quelques kilos, c'est parce que je mange trop. Tu vois, t'as plein de femmes, en fait, elles vont prendre quelques kilos, mais parce qu'elles dorment pas assez, parce qu'elles sont hyper stressées, parce qu'aujourd'hui, elles font un métier où elles ont la boule au ventre quand elles vont au travail, et leur dire mange moins, c'est une énorme connerie, en fait. Parce que le problème, il Mais n'est c'est pas pas ça là. qui va arranger le problème. Non, ça va en rajouter un. Parce qu'en plus d'avoir tout ce qui va pas, elle va se rajouter des troubles du comportement alimentaire. Donc, d'où, tu vois, c'est pour ça que je te disais, pour moi, en fait, ce que je faisais quand j'ai démarré, c'est-à-dire programme sportif, programme nutritionnel, très vite a eu très peu de sens. Et c'était très limité, en fait. Donc, alors que de prendre la personne dans son intégralité, se dire, en fait, comment cette personne, aujourd'hui, elle se sent, comment elle évolue dans sa vie pro, dans sa vie personnelle, comment elle s'estime, tu vois, comment elle se perçoit. Et de partir de ça, parce qu'en fait, moi, j'ai des femmes, je leur ai fait perdre du poids en les refaisant dormir, en fait. Parce que le problème, il était au niveau du sommeil. Et en fait, on n'a pas touché à l'assiette. On a juste remis en place un sommeil de bonne qualité. Elles ont perdu du poids, tu vois. Donc, oui, l'activité physique aide. Oui, l'alimentation fait partie des piliers de la santé. Mais il n'y a pas que ça. Oui, là, tu traites plus les conséquences, mais pas la cause. Toujours Si se la poser cause, la comme tu question. dis, c'est une femme qui manque de sommeil, c'est sûr que la mettre, entre guillemets, à la diète, ça va pas régler les choses. Non, ça peut même les empirer. Donc, c'est pour ça, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est que toutes les femmes, dès le tôt possible, mettent en place des outils pour leur santé mentale. Peu importe la façon dont tu vas t'occuper de ta santé mentale, mais clairement de t'en occuper. Ton sommeil, parce que c'est pareil, tu vois, en fonction, on parlait des différentes phases de la vie. Donc, à l'adolescence, on va pas avoir le même sommeil que quand on est enceinte, que quand on est en postpartum, que quand on a des enfants qui grandissent, que quand on est en périménopause, que quand on est en ménopause. Donc, le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui va être challengé à différentes périodes de ta vie. Et donc, d'essayer à chaque fois de dire, dès que ça déraille, dire c'est important, j'y accorde de l'importance. L'alimentation, évidemment, pareil, qui va varier en fonction de différentes phases de ta vie, mais d'avoir une alimentation la plus équilibrée possible. Et puis, de bouger tout au long de ta vie en fonction de tes capacités. Tu vas pas bouger pareil quand t'as 30 ans que quand t'en as 40, quand t'es enceinte que quand t'as un bébé en bas âge, etc. Mais en fait, le mouvement reste indispensable à chaque période de ta vie. Et donc, de le garder, même si c'est moins intense à certaines périodes que d'autres, en fait. Il faut continuer à bouger malgré les épreuves qui t'attendent au cours de la vie, on va dire. Ouais, ça doit rester un des fondamentaux, comme ton alimentation, comme ton sommeil, comme ta santé mentale. En moyenne, c'est à peu près quel âge pour la périménopause, voire la ménopause qui est juste Ouais. derrière? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent 40 ans. Mais Alors, est-ce que c'est vraiment la moyenne? c'est un peu comme, tu vois, le cycle féminin. Enfin, on dit 28 jours, mais en fait, il y a que 10% des femmes qui ont un cycle menstruel de 28 jours. Donc, voilà, on va dire ménopause en général, 50 ans, aux alentours de 50 ans.
entre 50, 54, ça dépend, mais tu vois, aux alentours de 50 pour la ménopause, donc arrêt complet des règles. Évidemment, tu vas avoir des femmes qui vont avoir leurs règles jusqu'à 58, 60 ans, donc risque de grossesse jusqu'à cet âge-là, et t'as des femmes qui vont plus avoir leurs règles à 40 ans. Mais majorité, arrêt des règles, on est quand même aux alentours de 50. Et donc, la périménopause, ça va dépendre des femmes. Ça peut être une dizaine d'années qui précèdent la ménopause. Donc, pour certaines femmes, c'est pour ça qu'on dit en moyenne 40 pour la périménopause. Mais tu peux commencer à expérimenter dès 35 ans certains symptômes. Donc, ça va être très variable. Mais dès 35 ans, tu peux avoir des petits symptômes qui vont être là, mais tu prêtes pas forcément attention. Tu vois, par exemple, un cycle qui est moins régulier, c'est un des premiers symptômes. Mais encore faut-il observer ton cycle et ne pas être sous contraception tu vois. Mais Qui modifie le cycle. Ouais. qui modifie ton cycle. Mais pour une femme qui du coup est sur une contraception naturelle et qui va pouvoir observer son cycle, tous les mois, elle va pouvoir noter. Dès 35 ans, elle peut observer des variations en fait plus fréquentes qu'à l'habitude. Mais en général, les symptômes que tu vas expérimenter ou tu vas pas te dire que c'est la périménopause, c'est tout ce qui est brouillard cérébral, fatigue importante. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui sont diagnostiquées burn-out alors qu'elles sont en périménopause. Et qu'en fait, il y a une fatigue qui est réellement là, qui est très importante. Et il y a des pertes d'attention, des pertes de mémoire, vraiment le fait de se mélanger les pinceaux, etc. J'en ai même, moi, qui ont été faire jusqu'à des scanners parce qu'elles croyaient qu'elles avaient Alzheimer, alors qu'en fait, elles étaient en périménopause. Et que c'était vraiment les hormones. Comme, tu vois, certaines femmes, c'est pas toutes les femmes, mais t'as certaines femmes enceintes qui perdent un peu la tête, tu vois, qui n'ont plus de mémoire, qui oublient des trucs, qui savent plus où elles ont mis leurs clés. En fait, t'as des femmes aussi qui expérimentent ça en périménopause et c'est hormonal. Même encore faut-il savoir que voilà, ça fait partie des symptômes. Si tu te renseignes pas et que voilà, t'es ignorante là-dessus, oui, comme tu dis, tu peux Oui, et puis le problème, c'est que t'inquiéter et aller passer des examens. Oui. c'est surtout que tu as énormément de médecins qui ne sont pas du tout au fait sur la périménopause et la ménopause. Donc, en fait, tu as beaucoup de médecins qui vont aussi ne pas creuser de ce côté-là. Tu vois, sur Oui, une ils vont femme... plus t'envoyer faire des examens que de se dire, tiens, c'est peut-être... c'est voilà. ça. Tu vois, je veux dire, une femme de 40 ans aujourd'hui, elle fait très jeune, elle est très dynamique. Une femme de 40 ans aujourd'hui, tu as beaucoup de médecins qui vont pas se dire ça peut être la périménopause. Alors, heureusement, on en parle de plus en plus. Donc, voilà, je pense que ça commence à vraiment changer. Mais voilà, moi, j'ai eu des femmes, parce qu'elles étaient jeunes, les médecins étaient là, non, ça peut pas être ça. Mais aujourd'hui, Au tu niveau vois, à des médecins 50 ans, t'es aujourd'hui, c'est encore vrai très jeune aussi, tu vois. Ouais, c'est sûr, mais après, je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui continuent pas à se former au long de leur carrière, qui ont eu leur formation et qui après restent un peu entre guillemets sur leurs acquis, je trouve. Oui, après, il faut voir les conditions dans lesquelles ils travaillent aussi, tu vois. Enfin, c'est une réalité, hein. J'ai des médecins qui vont conseiller en nutrition des aberrations qu'on ne dit plus depuis 20 ans. Mais en fait, il faut voir les conditions dans lesquelles ils pratiquent aussi, tu vois. Quand tu fais 15 consultations par jour, tu vois, que tu termines 2 heures plus tard tous les jours, etc. Enfin, aujourd'hui, on peut pas blâmer les professionnels de santé pour les conditions dans lesquelles ils travaillent, quoi. Non, c'est sûr, mais après, tu vois, comme tu dis, c'était un accompagnement qui te convenait pas. Donc, tu as mis des choses en place. Après, voilà, maintenant, c'est toujours aussi facile de parler, mais pourquoi pas un médecin voilà, terminerait ses consultations à partir de 17h, par exemple, et irait faire de la formation pendant 2 heures, histoire de continuer à être à jour et de pouvoir donner une consultation optimale à son client. Après, ça devient un point de vue éthique aussi. Oui, je pense qu'il doit y en avoir, bien sûr. Oui, Hein. t'en as Et évidemment. après, tu as ceux voilà, qui sont à fond sur le pognon. Et puis, Mais bon, ça, tu le rencontres aussi. Moi, je bosse beaucoup avec les kinés, parce que j'ai créé une formation pour les professionnels de la santé de la femme. Donc, je travaille beaucoup aussi avec des kinés, des sages-femmes, des ostéopathes qui se forment sur tout ce qui est santé de la femme. Et je le vois, en fait. Il y a vraiment deux mondes. T'as vraiment des kinés qui se font des tonnes de formations, parce que kiné, c'est comme STAPS. Hein. Quand tu sors que t'as ton diplôme, t'es nul. Enfin, je veux dire, on n'est absolument pas apte à faire correctement notre métier. Il faut vraiment se bouffer beaucoup de terrain et beaucoup de formations pour devenir bon. Et donc, on le voit, en fait. J'ai des kinés qui sont formidables et qui se mangent des tonnes et des tonnes de formations pour devenir expertes sur tout ce qui est périnée, etc. Et qui font un boulot incroyable avec leurs patientes, mais ça prend du temps. Et quand tu vois, en fait, comment elles sont payées... Ouais, non, en France, c'est une catastrophe. Et Les du kinés en coup, France, c'est
Ouais, mais du coup, tu vois, c'est ça. Enfin, quand tu vois celles qui ont une éthique et qui font correctement leur métier et que tu vois combien derrière elles gagnent de l'heure, quand tu leur retires toutes leurs charges, leur cabinet, le matériel qu'elles louent, etc., pour, tu vois, faire correctement, plus l'argent qu'elles investissent dans leur formation continue, versus des kinés qui vont prendre plusieurs personnes en même temps, où ça va être une tournante tu vois, sur le tableau, enfin, sur le plateau technique. C'est quand même, enfin, tu vois, t'as eu aussi une médecine à deux vitesses à ce niveau-là, en fait. Et après, c'est l'éthique des professionnels et leur envie de bien faire leur métier, quoi. Heureusement que tu as encore des gens comme ça qui sont là et qui continuent à se former, ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut continuer de progresser physiquement après 40 ans, même avec toutes ces variations hormonales? Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Après, sur de la performance, au bout d'un moment, tu vas être limité si on parle vraiment de compétition. Après, moi, Mmh. tu vois, je suis sur le créneau sport santé maintenant. Et sur le sport santé, c'est génial. C'est génial. Tu peux vraiment progresser. J'ai des femmes qui s'y remettent après 60 ans et la progression, elle est hallucinante. Donc, puis c'est toujours pareil. Quand tu démarres de zéro, du coup, au début, tu progresses beaucoup. Et puis au bout d'un moment, plus tu t'entraînes, plus tu stagnes et plus la progression va être plus challengeante, c'est plus difficile. Mais par contre, il y a clairement pas d'âge pour s'y remettre et tu progresses vraiment à tout âge. Mais par contre, il faut faire correctement parce que tu vas pas commencer une activité à 40 ans de la même façon qu'à 20, mais de la même façon qu'à 60 non plus. Donc, Ouais, il faut adapter, quoi. il y a des types d'entraînement ou peut-être même d'alimentation à mettre en place à partir Tout, de ouais. cet âge-là? L'alimentation santé, pour le coup, la base reste la même. Après, tu peux, quand tu es en périménopause, rajouter des phytoœstrogènes, donc qui sont des aliments qui vont être riches en phytoœstrogènes, donc qui vont permettre de compenser un petit peu ta baisse d'œstrogène. Voilà, comme par exemple le soja, mais tu as les pois chiches aussi. Enfin, tu vois, tu as pas mal d'aliments végétaux qui vont permettre un peu de compenser ça. Donc au niveau alimentation, tu peux soutenir la périménopause. Et après, au niveau sportif, c'est vraiment au niveau de la progression qui va être la clé, la progression de ton entraînement. Il faut vraiment que tu démarres à ton niveau et que tu fasses augmenter en fonction de ton niveau. OK. Question peut-être conne, mais pour les hommes, on a des cures de testostérone. Est-ce que Mmh. pour les femmes, il y a des cures d'œstrogène? Ouais, c'est traitement hormonal de la ménopause, en fait, où on va te donner des dosages, soit que des oestrogènes, soit oestrogènes avec de la progestérone, et cetera. Il y a plusieurs traitements qui existent, mais ce traitement hormonal de la ménopause qui va venir soutenir du coup la chute de ces hormones. Elle est pas obligatoire, elle est pas à bannir non plus. Il y a eu des études qui ont été faites qui ont fait énormément peur sur ces hormones. Sauf que c'est des études qui ont été mal interprétées parce que les panels avaient été, du coup, ça a été mal interprété au niveau des panels qui avaient été faits. Et donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'études sur le traitement hormonal de la ménopause qui montrent que quand il est pris au bon moment, sur un bon dosage, il est hyper efficace et il ne met pas en danger la santé de la femme. Mais encore une fois, c'est un traitement hormonal. Donc, ça dépend sous quel dosage, est-ce que c'est adapté ou pas, à quelle période tu vas le prendre. Prendre un traitement hormonal de la ménopause quand ça fait plusieurs années que tu es ménopausée, c'est absolument pas intéressant, voire ça peut poser problème, versus quand tu prends un traitement hormonal de la ménopause quand tu es en plein dans des symptômes. Il y a des traitements par voie orale, il y a des traitements aussi par crème ou par ovule que tu peux mettre, donc par voie plutôt cutanée, qui sont hyper efficaces aussi. Donc en fait, c'est vraiment de s'intéresser au sujet et en fonction des symptômes que tu expérimentes, d'aller voir est-ce que je peux avoir, en plus d'un soutien au niveau de ma santé, de ce que je peux faire de naturel, est-ce que je peux aussi obtenir un soutien au niveau médicamenteux, et de bien s'intéresser à ça pour pouvoir ensuite prendre ta décision en connaissance de cause. Moi, ce que j'invite chaque femme à faire, c'est vraiment de s'intéresser à leur propre santé, de mettre en place d'abord les éléments naturels qui n'existent pas, donc bonne hydratation, gérer son sommeil, de l'activité physique quotidienne, vraiment, voilà, mettre en place des outils comme la respiration pour la gestion du stress et tout ça. Et une fois que tu as fait vraiment le tour de tout ce que tu pouvais faire de façon naturelle, si tu expérimentes encore des symptômes qui te pourrissent la vie, de s'intéresser à qu'est-ce que je peux faire aussi
par la médecine. Oui, d'abord Et structurer bien la base qui n'est peut-être pas optimale au moment c'est où rare que ça ça le soit. arrive. Ouais. Oui, bah, je m'en doute bien. Ouais. C'est vrai qu'on manque beaucoup d'éducation là-dessus, je trouve. Et moi, c'est ce que je vois dans mes programmes, parce que j'éduque sur tu vois, je partage mes connaissances sur les traitements hormonaux, mais ce que je fais le plus dans le programme au quotidien avec elles, c'est de les aider à mettre en place ces piliers naturels de la santé. Et je me rends bien compte que, en fait, une fois qu'elles ont mis ça en place, bah, il y a plus de symptômes, donc il y a plus de besoin. C'est le pourcentage de femmes qui continuent à avoir des gènes euh, et en ayant mis ça en place, il est très 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 faible, très très faible. D'où l'intérêt d'anticiper déjà en amont, quoi. Bah, plus tu le fais tôt, mieux c'est, ouais. Parce que c'est pas évident quand t'es en plein dans bouffée de chaleur, trouble du sommeil, brouillard cérébral, que t'expérimentes plein de changements, que tu reconnais plus ton corps, qu'en plus t'es en train de stocker un peu plus de gras au niveau du ventre, que tu te sens moins bien, plus ballonné, etc. Quand t'as ça qui te tombe dessus, te dire, OK, donc là, il faut que je mette en place une routine pour mieux dormir, il faut que je mette en place l'activité physique tous les jours, va falloir que je change ma façon de m'alimenter. En plus de ça, que je boive 1,5 litre d'eau par jour. Voire que je rajoute un peu de respiration, ça fait un peu beaucoup, tu vois. Donc plus tôt tu mets en place des choses, bah mieux c'est en fait. Parce que quand les symptômes arrivent, tu peux te dire OK, est-ce qu'il y a des choses que je peux encore améliorer dans mon quotidien ou pas? Et si c'est le cas, bon bah OK, on y va. Et puis si vraiment tu as tout qui est déjà parfait et que tu continues d'expérimenter, là ça peut être intéressant de te faire accompagner sur un plan médical. On va parler aussi un petit peu du périnée, le grand oublié de l'entraînement. Euh, Pourquoi il est si crucial, surtout après 40 ans? Alors déjà, il est crucial à tout âge parce qu'en fait, on parle d'un muscle postural. Donc, il est autant important que tes abdos, que ton dos, que ton diaphragme. Enfin, voilà, et que tous tes muscles posturaux. C'est vraiment le socle de ton bassin, le périnée. Il travaille en synergie avec ton diaphragme. Donc, la respiration est clé pour avoir un bon fonctionnement de ton périnée. Et puis, il travaille aussi, du coup, en tant que stabilisateur du tronc avec les abdominaux et le dos. Donc, tu as énormément de femmes, par exemple, qui vont avoir des maux de dos parce qu'un périnée est dysfonctionnel. Ou alors, c'est très illusoire de penser qu'on peut avoir des abdominaux qui sont fonctionnels si on a un périnée dysfonctionnel. Puisque, en fait, tout ce petit monde-là, ils bossent ensemble. Donc, on l'oublie malheureusement trop souvent dans l'entraînement, par manque de connaissances. Et il est crucial avec l'âge pour plusieurs raisons. Déjà parce que il est assez mis à mal au fur et à mesure de ta vie de femme. Il va être très sensible si tu as de la constipation, si tu as des allergies chroniques, parce qu'à chaque fois que tu vas pousser ou à chaque fois que tu vas tousser, que tu vas avoir des impacts, en fait, c'est le périnée qui va récupérer ça. Donc, qui peut être mis à mal voilà, une constipation chronique, peut être mis à mal par des allergies chroniques, par exemple. Il va aussi être mis à mal pendant la grossesse parce que en fait, ton périnée va quand même soutenir aussi le bébé pendant toute la période de la grossesse. Il va aussi être clé à l'accouchement si tu as un accouchement par voie basse parce que c'est lui qui va guider aussi la sortie du bébé. Et puis, ce qui se passe en périménopause, c'est que tu as une diminution de la densité musculaire globale. C'est pas que le périnée. Et du coup, si tu as déjà eu des faiblesses au niveau de ton périnée, que tu as accumulé dans le temps parce que constipation chronique, parce que allergie, parce que grossesse, parce qu'accouchement par voie basse, etc., le fait d'avoir une diminution derrière de ta tonicité musculaire globale va aussi avoir un impact sur le périnée. Et la conséquence de ça, ça va être souvent soit des incontinences qu'on appelle des incontinences, par exemple, d'effort. Donc, quand tu tousses, quand tu éternues ou quand tu fais du sport, ça va être une première chose. Et qui concerne en général une femme sur 3 au niveau des stats. Et le prolapsus qui concerne une femme sur 2, donc ce qui est encore plus fréquent que les incontinences. Et le prolapsus, c'est la descente d'organes. Ça concerne 3 organes, le rectum, l'utérus et la vessie, qui sont des organes qui vont être suspendus par des ligaments et qui, au fur et à mesure de la vie, comme n'importe quel tissu de notre corps, ces ligaments vont avoir tendance à se détendre. Donc, ces organes ont tendance physiologiquement à s'affaisser. Donc, en soi, c'est physiologique qu'ils descendent et qu'ils s'affaissent, parce que c'est lié à l'âge. Le truc, c'est que normalement, ça s'affaisse tard.
Et le problème, c'est que quand tu gères mal tes pressions abdominales, que tu fais du sport à outrance sans protéger, sans avoir conscience de ton périnée, quand tu as eu des grossesses, des accouchements avec une rééducation qui n'a pas forcément été faite correctement ou pas faite du tout pour certaines femmes, constipation, encore une fois, allergie, etc., parce que tout ça fait que ça affaiblit ton périnée, en fait, ces ligaments-là, ils sont mis à mal, et donc ces organes-là s'affaissent, et ils peuvent sortir. Et donc, quand ils sortent, c'est ce qu'on appelle une descente d'organes. Il y a plusieurs stades de prolapsus. Donc, prolapsus, descente d'organes, c'est la même chose. Le stade 4, ça sort. Mais tu as le stade 1, 2, 3 qui peuvent, grâce à un périnée qui est fonctionnel et un apprentissage de la gestion de tes pressions abdominales dès le plus jeune âge, qui peuvent ne pas en fait arriver ou qui peuvent, tu vois, si tu as un début de prolapsus, par exemple, avec une grossesse, si tu as un périnée derrière qui est bien fonctionnel et que tu sais gérer tes pressions abdominales, tu peux être asymptomatique. C'est-à-dire que malgré le fait que ça s'affaisse à cause des ligaments, tu peux quand même, grâce à un périnée qui fonctionne bien, ne pas avoir de symptômes et ne pas le ressentir au quotidien. Et du coup, le problème, c'est pas d'avoir un prolapsus. Le problème, c'est qu'il soit symptomatique et que qu'il te pourrisse la vie au quotidien. Donc, qui passe en zone 4, quoi. C'est ça. Donc, l'objectif, parce qu'il y a des femmes qui, des fois, moi, m'appellent et me disent « On m'a diagnostiqué un prolapsus de stade 2, comment est-ce que je fais pour ne plus avoir de prolapsus ?» À partir du moment où tes ligaments descendent, il n'y a pas de retour possible. Donc, à moins de faire une opération, tu vois. Oui, sauf la chirurgie. Voilà. Ouais. Mais hors chirurgie, il n'y a pas moyen de remonter un prolapsus. Par contre, tu peux avoir un prolapsus, et parce que tu as appris à gérer tes pressions abdominales et parce que tu as un périnée qui fonctionne bien, tu as 0 symptôme. Et au quotidien, tu vis bien, et parce que tu gères bien, il descend plus, en fait. Et il vient plus, il est plus gênant, et il est plus en train de continuer sa progression. Et moi, c'est ça que j'essaye de faire dans mes programmes. C'est vraiment d'éduquer les femmes pour qu'elles aient plus de symptômes et qu'elles puissent gérer naturellement, grâce à un périnée et des abdominaux plus fonctionnels, leur prolapsus quand elles en ont un. Oui, parce qu'il faut s'y prendre même tôt, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des jeunes, sportives notamment, pendant les squats, qui ont des fuites urinaires. Alors, est-ce que c'est normal et est-ce qu'on peut y remédier sans sport? Sans arrêt du sport, pardon. Sans arrêt du sport, ouais. excuse-moi. Alors, pour les fuites urinaires, donc tout ce qui est incontinence, effectivement, c'est un peu moins tabou qu'avant. On a vu pas mal de vidéos passer sur les réseaux sociaux. Je pense aux crossfiteuses, par exemple, aux femmes qui font de l'haltérophilie, Ouais, c'est ça arrive. qui sont concernées. Tu as 80% des athlètes de haut niveau, quand tu fais un sport à impact, qui ont des fuites urinaires. 80%. Donc, c'est les études de l'INSEP sur la fédé de trampoline. Donc, c'est quand tu fais des sports avec énormément de pression sur les abdominaux, comme la gymnastique, trampoline, mais aussi le crossfit, l'haltérophilie, l'athlétisme n'est pas épargné non plus, il y a beaucoup d'impact. Quand tu fais des sports comme ça, où il y a beaucoup d'impact, effectivement, s'il n'y a pas un apprentissage dès le plus jeune âge, c'est des sports que tu commences très jeune. Donc, si à 12 ans, tu n'apprends pas aux nanas à gérer leur pression abdominale, à engager leur transverse, et que tu leur expliques pas qu'est-ce que leur périnée, comment il fonctionne, effectivement, à 16 ans, tu as des nanas qui se pissent dessus, quoi. Donc, l'apprentissage devrait se faire le plus tôt possible, mais encore faut-il que les coachs soient formés. Moi, le périnée, on n'en a pas parlé. J'ai fait STAPS, donc... Ouais, j'allais dire, est-ce que toi, quand tu étais jeune, tu as eu ces informations-là? Non. Alors moi, en tant qu'athlète, non, mais en tant qu'étudiante STAPS, non plus. Moi, je suis allée faire des formations aux États-Unis de kiné et de sage-femme pour pouvoir avoir vraiment des infos pertinentes, pour pouvoir accompagner, quoi. Donc, non, c'est catastrophique. Et du coup, qui peut blâmer des coachs qui sont pas au courant? Enfin, tu vois. Non, c'est je veux sûr. dire, moi, faut aller à la base, quoi. Il faut aller à la source. Je veux dire, moi, quand mes entraîneurs, ils me faisaient faire des séries de 1000 abdos, ils savaient pas qu'ils étaient en train de me défoncer le périnée. Parce qu'en fait, ils l'avaient pas vu dans leur formation. En plus, en France, on est quand même sur un système où les entraîneurs dans les clubs sont très peu professionnels, quand même beaucoup de bénévoles, donc souvent avec quand même une formation. Tu vois, le haut niveau, c'est autre chose, mais si on parle vraiment de la majorité des jeunes femmes qui s'entraînent aujourd'hui en France, dans des clubs de gym, dans des clubs d'athlètes, quand même beaucoup les parents qui entraînent. Donc, c'est même pas des pros. Et tu dis, de toute façon, les pros n'ont pas ça dans leur formation de base, donc faut aller se former à côté. Donc là, le problème vient de là. Mais après, oui, on peut faire des choses. Alors, est-ce qu'on doit arrêter le sport? Non,
mais on doit arrêter ce qui génère les incontinences pendant la phase de rééducation. C'est-à-dire que quand tu es en phase où tu vas... En fait, le truc, c'est que qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que ton périnée, il n'est pas capable de soutenir la pression qui est générée par tes abdos. Tu vois, et du coup, il n'arrive pas à faire son job de continence, en fait, qui fait partie de ses fonctions. Il a plusieurs fonctions, mais dans ses fonctions, il y a la continence. Et si les pressions sont trop importantes, et par rapport à son niveau de ce qu'il est capable d'accueillir, ça tient pas. Donc, c'est vraiment, en fait, d'alléger la contrainte, mais de continuer, parce qu'il y a pas d'intérêt d'arrêter complètement, mais c'est d'alléger la contrainte jusqu'à ce que tu ailles à un seuil où tu ne dépasses pas le seuil d'adaptabilité de ton périnée. Et à côté, tu fais du travail de remise en fonction de ton périnée pour pouvoir le rendre plus fonctionnel. J'insiste, volontairement, je dis pas renforcer, parce qu'en fait, c'est pas juste une question de force, c'est une question vraiment de fonctionnalité. C'est-à-dire que tu as beaucoup de femmes qui ont un périnée qui est très fort, mais qui est dysfonctionnel parce qu'il est trop tonique et il se relâche pas, donc il assure pas correctement ses fonctions. Donc, c'est vraiment un muscle, et comme n'importe quel autre muscle du corps, pour bien fonctionner, il faut qu'il soit élastique et tonique, c'est-à-dire capable de se contracter, mais capable de se relâcher, qui est vraiment ses fonctions d'adaptation. Et tu as beaucoup de femmes qui ont un périnée qui va être très tonique. Alors, c'est pas un problème d'avoir un périnée qui est trop fort, mais c'est d'avoir un périnée qui ne sait pas se détendre. Et qui, puisqu'il ne sait pas se détendre, est dysfonctionnel dans la contraction. Donc, vraiment, le plus important, c'est à la fois, comme n'importe quel autre muscle du corps, de le travailler pour le renforcer, mais aussi pour l'étirer, le masser. Et donc, en fait, pour avoir un périnée fonctionnel, il va falloir le faire travailler à la fois dans la contraction, donc avec différents modes de contraction, des contractions lentes, des contractions rapides, contractions avec de la visualisation, parce qu'il y a différentes insertions au niveau du périnée, donc il y a tout ce travail-là à faire. Il y a aussi tout le travail de mobilité du périnée, donc l'étirement dynamique. Et il y a aussi tout le travail d'automassage, donc tout ce que tu vas faire en termes d'étirement aussi plus passif sur ton périnée. Donc ça, c'est pour en prendre soin en local. Ensuite, c'est un muscle qui fonctionne en synergie avec ton transverse, tes dorsaux, ton diaphragme. Donc, il va falloir travailler sur ta posture. Parce que si tu as une mauvaise posture, ça sert à rien de rééduquer ton périnée. La posture va faire que ton périnée va pas être dans sa position pour assurer sa fonction. Et pour un périnée fonctionne bien, il faut aussi qu'il soit dans une bonne posture. Et donc, du coup, il va falloir faire tout ce travail postural, retravailler aussi les contractions abdominales et pouvoir sentir en fait la différence avec un bon engagement de ton transverse. Et quand tu gères bien ta respiration, ton transverse, ton périnée dans différentes situations, que tu remets dans la fonction progressivement, tu peux ensuite réintégrer des impacts plus importants. Mais ça doit se faire dans ce sens-là. C'est vraiment au début, tu allèges les séances de sport jusqu'à ne plus avoir d'incontinence, mais en conservant une pratique sportive. Tu fais tout le travail que je viens de te décrire là en parallèle. Et ensuite, tu réintègres des activités plus intenses progressivement. Et si le périnée tient, tu peux te dire « Ok, je passe au palier supérieur ». Si ton périnée ne tient pas, tu redescends d'un niveau, tu attends que ton périnée s'adapte, tu continues le travail en parallèle et tu réaugmentes plus tard. Et c'est vraiment... c'est de la planification d'entraînement, hein, tout simplement, mais en écoutant ton périnée. Quoi. Donc... Et tu vois, moi, j'ai des femmes qui sont passées de pas pouvoir courir 5 km sans incontinence à courir un semi-marathon sans incontinence. Donc, c'est faisable. Et elles n'ont pas forcément arrêté la course à pied. Mais par contre, pendant la phase où on a travaillé périnée, elles ont énormément allégé la course à pied. Elles ont réduit la foulée pour réduire les impacts, elles ont réduit l'intensité, elles ont réduit la durée pour pouvoir faire le travail sur le périnée en parallèle et pouvoir ensuite réintégrer plus d'impact, plus d'intensité, plus de vitesse, etc. Ça prend du temps à rééduquer un périnée? Ça dépend dans quel état il est, ça dépend qui fait ta rééducation, ça dépend comment tu t'investis dans ta rééducation. J'ai des femmes, moi, au bout de 2 semaines, elles ont plus d'incontinence. J'en ai d'autres, ça va mettre 6 mois. Donc, c'est extrêmement variable de ton âge, de l'état de ton périnée, de comment tu t'investis dans ta rééducation. Voilà, c'est vraiment multifactoriel. Oui, il faut vraiment, comme tu dis, travailler comme un autre muscle du corps, tout simplement. Exactement. C'est pour ça que c'est les kinés qui font souvent la rééducation du périnée, les kinés sages-femmes. Mais les kinés qui, du coup, c'est un muscle, hein, donc qui vont prendre ça comme la rééducation d'un genou, d'une épaule, etc. Ok. Tu travailles aussi sur la respiration, comme tu as dit, le stress, le sommeil.
Quels leviers sont les plus sous-cotés selon toi? La respiration pour le sommeil et le stress. Je pense en fait, je dis souvent, la respiration, c'est comme la course à pied. On est on le fait tous, on est tous capables de le faire, tu vois? N'importe qui peut prendre des baskets et aller courir et on respire tous au quotidien. Sauf qu'en fait, il y a très peu de personnes qui savent le faire correctement et enfin, il y a très très peu de gens qui savent réellement courir. Alors que tout le monde sait courir, mais personne sait courir. Bah, tout le monde sait respirer, mais peu de monde sait respirer. Donc, en fait, d'apprendre à utiliser cet outil qu'est la respiration, qui est un outil formidable, et de se le réapproprier, en fait. Tu as plusieurs façons de respirer en fonction de ce que tu as envie comme objectif et en fonction de ce que tu es en train de faire. Tu respires pas du tout de la même façon quand tu fais du sport que quand tu fais de la relaxation, de la méditation, par exemple. Quand tu es au quotidien, en train de marcher, que quand tu vas être en train de soulever 100 kilos. Donc, c'est vraiment je trouve que la respiration est sous-cotée. Ouais. Vraiment. Et ça peut apporter énormément de bienfaits. Bah, à la fois sur ton bien-être global, parce que quand tu respires mieux, ton corps est plus détendu, à moins de sécrétion de cortisol aussi, donc beaucoup moins de stress. Et, et ça peut aussi avoir un impact énorme sur ton métabolisme et sur ton corps, hein, de façon globale. Parce que tu vois, t'as beaucoup de gens qui souffrent de douleurs au niveau du diaphragme, parce que le diaphragme est complètement tendu, parce que les personnes sont très stressées, qui vont beaucoup respirer au niveau de la gorge, qui vont jamais respirer au niveau des basses côtes ou au niveau du ventre. Donc ça peut se réapprendre et c'est quelque chose qui est très puissant. On parle souvent aussi de charge mentale chez les femmes. Quel impact ça peut avoir sur leur santé globale et comment faire au mieux pour l'alléger? Bah, la charge mentale est directement liée en général à la santé mentale. Et donc la santé mentale, c'est la santé globale, hein. On peut pas les dissocier l'une de l'autre. Et donc c'est de prendre conscience de tout ce qu'on fait dans une journée déjà. Je pense que avant de jeter la pierre sur ce qui nous entoure, c'est d'être dans un premier temps assez honnête avec la façon dont on vit et ce qu'on se met nous-mêmes. Parce qu'en fait, on est dans une société qui est remplie d'injonctions et en fait, on va les capter et on va se mettre des niveaux d'attente nous-mêmes qui sont extrêmement élevés, qui vont participer au fait qu'on ait une charge mentale énorme. Si je peux t'imager ça, moi j'ai des femmes que j'accompagne où quand on parle justement de charge mentale et quand on fait la liste de tout ce qu'elles font au quotidien et qu'une fois qu'on a fait la liste, on dit ok, bah maintenant comment est-ce qu'on peut essayer d'alléger cette charge mentale, elles ne veulent pas déléguer. Parce que si elles demandent telle chose ou telle chose à leur mari, si elles demandent telle chose ou telle chose à leurs enfants, elles vont se juger comme étant une mauvaise mère ou une mauvaise femme. Donc en fait, dans un premier temps, ça commence par soi-même, de se dire effectivement, quelle est ma charge mentale, quelles sont toutes les choses que je fais au quotidien aujourd'hui qui me prennent énormément de place. Et par rapport à toutes ces choses-là, est-ce que je suis OK ou pas de toutes les garder? Parce que si t'es pas prête à les déléguer, tu peux pas derrière blâmer la terre entière d'avoir une charge mentale énorme. Donc, faut aussi faire la paix avec les injonctions qu'on a dans notre société, qu'on n'est pas des superwomen et que quand on est, par exemple, maman, entrepreneur ou chef d'entreprise, femme, il y a un moment, en fait, c'est juste, on peut pas tout faire, quoi. C'est pas possible. Donc, soit on accepte de pas tout faire, soit on accepte de faire des trucs pas corrects. Donc, on essaye de tout faire, mais que clairement, ce sera pas parfait. Ou alors, on accepte de déléguer, en fait, tout simplement. Je veux dire, est-ce que les hommes ont un rôle à jouer là-dedans? Oui, bien sûr, parce qu'on vit ensemble. Donc c'est important pour moi de commencer par se responsabiliser soi-même. C'est la première chose à faire. Mais après, c'est trop important de communiquer aussi. Et je pense que à partir du moment où on vit ensemble, la charge mentale d'une femme, c'est le problème de l'homme autant que celui de la femme. Enfin, tu vois. Si on choisit de vivre ensemble, on choisit de partager aussi les galères, quoi. Donc pour moi, oui, le partenaire a aussi un rôle à jouer s'il voit des choses de
ne serait-ce que de mettre en évidence, de dire mais en fait je peux t'aider là-dessus. Alors oui, je le ferai peut-être pas aussi bien que toi, mais en fait je peux le faire. Je suis capable de le faire. Donc en fait, soit tu lâches le morceau et tu acceptes que c'est moi qui le fasse et que ce sera moins bien fait, mais je vais apprendre. Ou alors tu lâches pas le morceau, mais en fait je peux pas t'aider dans ce cas-là. Oui, c'est vrai que tu as raison. Il y a beaucoup de femmes que j'entends dire oui, mais mon mari va le faire, mais ce sera mal fait. Mais comme tu dis, c'est vrai que finalement, ce sera fait quand même. Donc même si c'est pas parfait, bah, ça t'enlève quand même, comme tu dis, une épine du pied, quoi. Une bonne grosse charge mentale. Et puis voilà, après, bon, on parle souvent voilà, des tâches ménagères. C'est ce qui revient le plus souvent, mais en soi, t'as pas besoin d'avoir un showroom comme maison, tu vois. Tant que Oui, c'est ou alors propre et si tu que... as envie d'avoir un showroom, c'est de te dire est-ce que j'ai le temps et l'énergie possible pour mon showroom? Heu et sinon, est-ce que j'ai les moyens financiers de prendre quelqu'un pour m'aider? Enfin, en fait, il y a des solutions à tout. Oui, voilà, il Il faut y a juste vraiment des voilà, bien solutions à tout. poser le truc. Et puis, comme Donc tu tu dis, poses voilà, le au truc. pire des cas, si tu as de l'argent, bah, tu peux tout simplement prendre une femme de ménage pour s'occuper de ton Moi, intérieur. j'ai des amies qui ont des assistantes personnelles. Elles roulent pas sur l'or, mais elles ont des assistantes personnelles parce qu'en fait, la charge mentale de tout ce qui était rentrée scolaire, tu vois, liste de courses, tout ça pour les enfants, planifier les vacances, en fait, tous ces trucs-là, ça leur prenait trop d'espace et ça générait des conflits dans le couple, ça générait, du mal-être parce qu'elles se sentaient pas capables, de tout faire et donc elles ont pris une assistante personnelle, pour quelques heures par mois, mais qui va gérer, en fait, le gros planning, qui va, en fait, alléger cette charge mentale-là. Donc en soi, tout est faisable. Hem, Après en fonction de ses moyens, bah, voir, est-ce que, on demande de l'aide, à côté? Voilà, il y a j'ai aussi des femmes dans mon entourage, qui, je le vois, sont en souffrance au niveau de la charge mentale, sauf qu'en fait, quand tu leur dis: «Est-ce que je peux t'aider?», elles ne veulent pas. Donc c'est compliqué d'aider quelqu'un qui a pas envie de s'aider soi-même. C'est une phrase qui revient beaucoup dans le Et podcast, ouais. donc voilà, du coup, hem et je veux pas dire que tous les hommes sont parfaits et sont là en train d'attendre que leur femme leur demande de faire quelque chose. C'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus. Mais, communication, heu, déjà être au clair avec soi-même, de qu'est-ce qui me pèse, quels sont mes besoins, où est-ce que j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que je peux déléguer et cetera. Qu'est-ce qui me prend beaucoup d'énergie? En général, tu sais, c'est 20 de tes tâches qui prennent 80 de ton énergie. Donc Mmh. c'est quoi ces 20 de tâches qui me prennent 80 de mon énergie? Et dans ces 20 de tâches, est-ce qu'il y en a que je peux déléguer? Voilà et je peux que recommander à tout le monde d'essayer de le faire. Enfin, tu vois, j'ai vraiment des femmes qui ont des fois je comprends quand tu as des enfants qui ont 4-6 ans, tu vas pas leur demander de mettre la table, tu vas pas leur demander de t'aider à faire la cuisine, évidemment. Mais tu peux leur apprendre à ranger leurs affaires et quand ils Ça ont commence 10 ans, par tu là, ouais. peux leur apprendre à mettre la table. Donc voilà, c'est aussi de te dire, bah, en fait, mes enfants, en fonction de leur âge, est-ce qu'ils peuvent aussi participer aux tâches ménagères, à leur niveau? Voilà, après, ça le conjoint, ça dépend aussi, tu vois, les horaires de travail et cetera, mais de se dire en tout cas, de communiquer pour trouver des moyens d'alléger, cette charge Oui, mentale, après, c'est un terrain c'est d'entente. Tu vois, pour prendre mon cas personnel, bah, ce matin, ma femme elle s'est occupée de changer les draps du lit. Moi, après l'enregistrement, je vais m'occuper de faire le ménage, tu vois. ouais. Voilà, c'est comme tu dis, quand tu vis ensemble, tu prends aussi les galères du quotidien. C'est pas qu'une seule personne qui doit gérer. Malheureusement, dans beaucoup de couples, voilà, ce que je peux entendre autour de moi, des collègues ou autres, c'est beaucoup la femme qui fait, hein, tu sais. C'est Oui, mais beaucoup aussi aussi parce que c'est la construction. Avant, les femmes ne bossaient pas, ou bossaient pas, beaucoup, tu oui, c'est vois, vrai, c'est tu ça vois? aussi. Enfin, en fait, si tu reprends historiquement, tu vois, comment était faite notre société avant, elle a énormément évolué ces dernières années, et ça s'est vraiment beaucoup accéléré autour de enfin, tu vois, autour de la femme, de ce qu'on est capable de faire. Tu dis, il y a 40 ans, on pouvait pas ouvrir un compte en banque toute seule, je crois. Enfin, c'est quand même en peu d'années, la ça a énormément évolué en termes de ce qu'on peut faire maintenant. Et donc, on a grandi dans un environnement, tu vois, dans une société où c'est quand même beaucoup les femmes qui s'occupaient de pouponner, de gérer la maison, et cetera. Parce que, bah, à l'époque, elles travaillaient pas ou peu, et c'était rare, les femmes qui travaillaient. Aujourd'hui, des femmes qui travaillent autant, voire plus, que les hommes en termes d'horaire, et qui, du coup, souvent ne se sont pas vues les tâches ménagères, réduites en fonction, tu vois? Donc tu te retrouves avec 2 jobs à plein temps, voire 3 quand tu élèves des enfants.
tenir une maison, gérer l'éducation des enfants et avoir un boulot à plein temps. Donc effectivement, encore une fois, enfin, je veux dire, il faut pas, il y a pas mal de choses à blâmer, mais ça sert à rien de le faire. Juste de voir, de se dire, en fait, c'est vrai que j'ai grandi avec cette image de pour être une bonne épouse, il faut que je tienne la maison. Pour être une bonne mère, il faut que je sois super maman et que je gère absolument tout au niveau de l'éducation de mes enfants. Sauf qu'à côté de ça, j'ai un job full-time avec des responsabilités où j'ai aussi envie d'avoir ma promotion et de pouvoir jouer à part égale avec mes collègues hommes. Il y a un moment, il Oui, change puis mental, après, il y a quoi. aussi ton côté femme aussi. Je pense qu'il faut aussi entretenir et qu'on voit beaucoup de mères qui prennent plus de temps pour elles, qui sont plus des femmes, mais qui deviennent des mamans au final. Et c'est Ah bah vrai oui, que c'est important de rester femme aussi, rien que pour l'estime de soi, tout simplement. de garder du temps pour soi en dehors de ta vie de couple, en dehors de ta vie de maman, en dehors de ta vie pro, de garder un espace où tu peux te retrouver toi, soit seule ou avec tes copines, etc. Ouais, c'est indispensable, ça fait partie de la santé mentale, tu vois, c'est ce que je te disais au tout début, de garder, moi je bloque les créneaux de temps pour moi en priorité dans mon planning, parce que une fois que le planning il est ouvert, ça se remplit très 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 vite, et donc le temps pour moi il est bloqué avant que je l'ouvre pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est une bonne chose, comme je te disais au début de l'épisode. On va revenir du coup sur les livres. Donc tu as coécrit 2 livres récemment. Le premier, ça a été La cuisine avec Bérangère, Bouge avec Alexia. C'est ça, hein, je me trompe Ouais, pas. c'est bien ça, ouais. Et le deuxième, le guide santé des femmes. Donc, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a motivé à les écrire, les créer, et à qui il s'adresse? Alors, c'est le premier, donc cuisine avec Bérangère et bouger avec Alexia. C'est Bérangère qui est venue me chercher parce que on s'est rencontrés via les réseaux sociaux et des connaissances en commun au tout début de mon activité en ligne et de son activité aussi avec l'alimentation IGEBA. Et donc en fait, on était au contact, et donc elle a sorti son premier livre, son deuxième livre, son troisième livre, son quatrième, et elle m'a demandé si je pouvais faire le cinquième avec elle. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à publier ce premier livre avec elle. Donc je me suis occupée de toute la partie sport. Ça s'adresse à des personnes qui ne sont pas sportives, justement, qui veulent reprendre en main leur alimentation et bouger mieux. Donc on est vraiment sur des conseils de reprise de sport de façon globale pour des personnes, voilà, femmes ou hommes pour le coup, qui sont pas forcément sportives et qui ont envie de prendre soin de leur corps. Donc le premier était vraiment là-dessus. C'est que que des recettes au niveau de l'alimentation anti-inflammatoire et IGEBA, qu'index glycémique bas, donc sans sucre. Et au niveau du sport, on a des programmes sportifs pour toutes les parties du corps. C'est du renforcement musculaire global, mais pour débutants, et qu'on peut faire à la maison. Et le deuxième, le guide santé des femmes, donc là c'est moi qui suis allée proposer ce projet-là à mon éditeur Larousse. Et je voulais en fait une sorte de bible de la santé des femmes, parce que je me dis mais c'est pas possible que tous ces petits détails sur notre cycle, la fertilité, les cancers féminins, le périnée, la ménopause, les grossesses, le postpartum, en fait, que tous ces sujets-là qui sont vraiment spécifiques à la femme, on n'en entend parler que quand ça va pas. C'est-à-dire qu'en fait, ton périnée, en général, tant qu'il fonctionne bien, t'en entends pas parler, et c'est au moment où il pose problème qu'on va dire « Ah oui, en fait, t'as un périnée ». Pareil pour la ménopause, c'est genre t'as la tête sous l'eau jusqu'au moment où t'as des symptômes, on te sort le mot peut-être ménopause, mais en fait, avant ça, t'as même pas envie d'entendre parler de ça, quoi. Donc je me suis dit, c'est pas normal qu'à chaque fois que je parle avec mes clientes et toutes les femmes que j'accompagne, elles me disent « Mais pourquoi je savais pas ça avant ?» Et ce livre, en fait, c'est le livre de maintenant tu sais. Voilà. Donc j'ai repris tous les sujets qu'on devrait savoir sur comment fonctionne notre corps, et je l'ai coécrit avec Julie Cantourné, qui est kiné spécialisée aussi en santé de la femme, avec qui on a monté l'académie pour les professionnels du sport et de la santé. Donc tu vois, notre formation pour les pros, on l'a montée ensemble et on a écrit ce livre ensemble pour justement en fait que ce soit elle en consultation avec ses patientes ou moi en accompagnement avec les clientes que j'ai. En fait, à chaque fois que les femmes nous disaient « Mais pourquoi je savais pas ça avant ?» En fait, on a tout pris, on a tout mis dans le livre. Voilà. Et donc, c'est un livre qu'on a écrit autant pour nos sœurs que pour nos copines, que pour nos mamans,
vraiment, en fait, leur dire, voilà, tout est là. C'est vraiment un guide global santé des femmes pour toutes les périodes de ta vie de femme. Et donc voilà, ce deuxième livre. Ok, on peut le retrouver partout, je pense. Ouais, les 2 sont partout, à Fnac, sur Amazon. Et le deuxième, je suis très fière, il le donne en école de sage-femme, par exemple. C'est un livre qui est donné par les écoles. Donc c'est vraiment, il est c'est vraiment un livre d'utilité publique dont on est très fiers avec Julie, parce que vraiment, c'est toutes les femmes, tu vois, en 4e, quand on fait justement les moments où tu parles un peu de la puberté, des transformations hormonales de la femme, etc. Bah, c'est à ce moment-là, en fait, si on leur donnait ce livre-là à lire, ça permettrait d'avoir beaucoup moins de problèmes plus tard. Ouais, j'avoue, c'est cool. Ça peut vraiment être une fierté. Ouais. Distribuer dans les écoles, c'est cool. Ouais. Pour finir, on va dire, si tu pouvais transmettre un seul message à toutes les femmes après 40 ans, on va dire, ce serait lequel? Que tout est encore possible, déjà. Qu'elles peuvent tout accomplir, que ce soit professionnellement ou personnellement. Elles sont vraiment capables de tout. Je pense qu'il y a trop de femmes aujourd'hui encore qui s'enferment dans des étiquettes ou qui s'enferment, tu vois, dans des petites boîtes où elles sont toutes à l'étroit. Et j'ai envie de les sortir de là, en fait, et de leur dire que tout est possible et que les seules limites qu'elles ont, c'est celles qu'elles se mettent. Et donc d'essayer de voir plus grand, d'oser voir plus grand, de rêver, et ensuite, une fois qu'elles ont leur rêve, de se dire, bon, c'est quoi la première petite étape que je peux faire pour aller vers mon rêve. Comme tu as dit au début, vous n'êtes pas périmé. Non, c'est clair. C'était tes dernières stories. Ouais, J'ai non, vu elles hier. Ouais. sont loin d'être périmées. On n'a pas de date de péremption en tant que femme. Et la fin de la fertilité, ça peut être aussi le début d'une vie plus décomplexée. En général, quand tu arrives à la ménopause, c'est aussi une période où tu te connais mieux. Tu vois, t'as vécu, t'as plus rien à te prouver, quoi. Donc go, genre vraiment, la vie est tellement courte, ça passe comme un claquement de doigts. Donc du coup, quoi se pourrir la vie avec des injonctions, avec des étiquettes, et donc je dis pas que c'est facile tous les jours, hein, parce que voilà, pour avoir réalisé beaucoup de mes rêves, j'en ai chié. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça en valait la peine, quoi. Ouais, t'es vraiment fière de ton parcours. Ouais. Je suis fière d'avoir réalisé mes rêves et d'en avoir encore plein à réaliser. Ah bah oui, à 35 ans, c'est encore très très jeune. Ouais, mais j'en ai réalisé beaucoup. Mais ouais, toujours en avoir. Toujours en avoir. Et qu'est-ce que tu proposes réellement avec ta société? Donc tu as des coachings, Donc Qu'est-ce que tu proposes, de quoi on tourne? j'ai arrêté les coachings en présentiel en 2020 à Mhm. cause du Covid. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai décidé de me digitaliser pour pouvoir continuer de faire mon métier, parce que je pouvais plus le faire en présentiel. J'étais en Californie, donc pendant le Covid, dans la Silicon Valley. Et donc, vu qu'on était dans un endroit où la tech prédominait, si tu veux, je suis jamais retournée au travail en présentiel. Donc, j'ai bien fait de développer mon activité en ligne, pour le coup, parce que sinon, j'aurais pas bossé pendant je sais pas combien d'années. Euh, et, et donc, quand j'ai créé les programmes en ligne, l'idée, c'était de pouvoir proposer une expérience d'accompagnement individualisé. Donc, de pouvoir faire quelque chose qui était très proche de ce que je faisais quand j'allais chez les gens, en présentiel, mais depuis chez eux, en ligne. Donc, mes programmes d'accompagnement, c'est à la fois des vidéos avec une structure en fonction des sujets sur lesquels les personnes vont choisir de travailler. Donc, soit elles travaillent sur le périnée, et donc elles vont avoir un protocole sur le périnée, soit c'est la reprise du sport, et elles vont avoir un protocole sur la reprise du sport, soit c'est la ménopause, et donc elles vont avoir un protocole sur la ménopause. Mais en plus de ces protocoles et programmes qui sont mis en place avec des vidéos et une structuration, il y a de l'accompagnement individuel avec des lives sur Zoom toutes les semaines et avec un suivi par email en one-on-one. De façon à ce qu'il y ait à la fois le côté groupe, donc tu as le côté communauté, puisque je démarre toujours les accompagnements à la même date, donc elles vont toutes commencer sur le programme en même temps. Donc par exemple, toutes celles qui choisissent de faire mon programme abdos-périnée vont commencer abdos-périnée à la même date. Et ensuite, on va échanger en individuel
par rapport à des questionnaires que je leur envoie individualisés pour que je puisse suivre comment elles progressent. Et en parallèle de ça, elles vont suivre mes vidéos. Et il y a un live par semaine dans lequel, en fait, je vais répondre aussi à toutes les questions. Je peux remonter des exercices si nécessaire, les corriger si besoin, etc. Donc c'est un format hybride que j'ai mis en place en 2020 et donc sur lequel je continue aujourd'hui de travailler, que j'ai beaucoup optimisé, amélioré depuis pour que vraiment l'expérience soit la plus proche d'un accompagnement individuel possible, ou en tout cas d'un accompagnement à domicile, puisque c'est ce que je faisais avant. Et donc, je travaille sur ces 3 sujets, la ménopause, le périnée, la reprise du sport, qui sont mes 3 programmes phares. Et en général, les personnes que j'accompagne démarrent avec ces programmes-là. Et ensuite, pour celles qui veulent continuer, j'ai un club, et le club qui est l'équivalent d'un accompagnement sur toute l'année pour celles qui veulent continuer, faire des lives avec moi toutes les semaines, etc. Après avoir, fixé ce qu'elles voulaient fixer avec les programmes. Donc, les programmes vont plutôt être là pour venir répondre à une problématique. Mais une fois que tu as résolu la problématique, si tu as envie d'arrêter, t'arrêtes. Et tu as accès aux programmes à vie, donc tu peux les refaire. Mais si tu as envie de continuer avec moi, du coup, tu peux basculer sur mon club, où là, toute l'année, en fait, je continue de créer du contenu et faire des lives toutes les semaines avec elles pour continuer, en fait, de les amener à s'interroger sur leur bien-être, sur leur santé physique, mentale, où on continue d'évoluer ensemble, en fait. Ok, top. Tu fais aussi de la formation peut-être à côté? Pour les professionnels, j'ai la FAP Academy, qui est la formation que j'ai co-fondée avec Julie, donc qui est kiné experte aussi en santé de la femme. Et on accompagne des professionnels, donc ostéopathes, kinés, sages-femmes et coachs sportifs, qui veulent se spécialiser sur la santé de la femme et qui ont envie d'une formation tout en un, où elles vont à la fois avoir la partie connaissance qu'elles n'ont pas reçue sur la formation tronc commun, mais également, on les accompagne aussi sur la partie professionnelle. Donc, on les coach sur la partie business et mindset pour qu'elles puissent développer et vivre correctement de leur activité sans, en fait, faire de la chaîne ou en restant éthiques, alignés avec leurs valeurs, mais sans se cramer aussi parce qu'il y a énormément de burn-out dans les professionnels de la santé et les professionnels, les accompagnants aussi. Donc, on a mis en place cette formation-là avec vraiment ce pilier business pour leur assurer des revenus, le pilier mindset pour qu'elles s'occupent de leur santé mentale et qu'elles ne s'oublient pas dans leur métier où elles sont beaucoup tournées vers les autres, et la partie purement formation scientifique autour de la physiologie de la femme. Ok. Ok, bon, bah écoute, parfait. J'ai fait un peu le tour. On va passer juste sur les petites questions de fin. Ouais. Et puis après, je te laisserai tranquille. Selon toi, quelle est la meilleure source de protéines? Les œufs de bonne qualité. Le meilleur exercice polyarticulaire? Pour toute la mobilité, franchement, c'est... En fait, faire 10 minutes de mobilité tous les matins. Genre vraiment, mais varié parce qu'en fait, notre corps, il s'habitue à tout ce qu'on lui propose. Donc, si on fait toujours la même chose, il va pas progresser. Mais d'avoir une petite routine de mobilité tous les matins et même 5 minutes, franchement, mais qui va auprès de toutes les articulations. Tu vois, parce qu'on serait dit, de toute façon, cheville, hanche, bassin, cheville, enfin voilà. Donc, une petite routine de mobilité complète, 5-10 minutes tous les jours. Quel est le meilleur cheat meal? Ça dépend des gens. Le Pour mien, toi? tu veux? Ouais. Ouais. Ça dépend des périodes. Là, en ce moment, j'aime bien In-N-Out. Je suis en Californie. C'est un burger. Donc voilà. En ce moment, je dirais mon cheat meal, ça va être un In-N-Out. Mais ça dépend des périodes. Ouais, ça varie. Mais voilà, pour moi, il y a pas... Le cheat meal fait partie de la nutrition aussi. Et tu vois, je compte pas mes cheat meals, mais c'est hors de question de jamais en avoir non plus, quoi. Si tu devais t'entraîner avec une icône du sport? La première qui me vient, c'est Marie-Jo, parce qu'elle a l'air quand même super chouette et très inspirante comme femme. Donc ouais, Marie-Josée Pérec. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport, ce serait quoi? Dormir. Tout simplement. Bien penser à son sommeil. Une situation ou une phrase motivante qui t'inspire? Aide-toi, le ciel t'aidera.
Vraiment, ça doit toujours commencer par soi-même. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? De pas avoir peur de faire des bêtises. Par rapport à quoi? Professionnellement parlant? Ouais, tout. Même personnellement. De pas avoir peur de me tromper. T'as fait beaucoup de bêtises? Je me suis beaucoup trompée. Mais c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc, c'était des cadeaux, quoi. Donc, de Pas pas de avoir regret? peur de ça. Ouais, des fois, tu peux, par peur de te tromper, de faire une erreur, de l'échec, tu peux hésiter à prendre des décisions. Mais de ne jamais prendre des décisions par peur. Voilà. Les décisions qu'on prend par peur sont jamais les bonnes. Donc, si la décision qu'on prend, c'est parce qu'on a peur de ne pas la prendre, de prendre l'autre, en fait. Voilà. Où te vois-tu dans 10 ans? Donc, j'aurai 46. Où est-ce que je me vois à 46 ans? C'est un peu difficile, je sais pas trop. Dans 10 ans, ce que j'aimerais bien avoir accompli, c'est changer concrètement je sais ce que j'ai envie d'avoir accompli, mais je sais pas où est-ce que je serai. Voilà. C'est pour te répondre. Mais ce que j'aimerais avoir accompli, c'est avoir changé la façon dont la santé de la femme est enseignée dès le plus jeune âge, donc dans les collèges, et également aux professionnels de sport et de santé, donc dans les écoles de kiné, dans les STAPS. Vraiment que la santé de la femme ait davantage de place. Et que ce soit ce soit pas juste un petit truc, que ça fasse partie intégrante de la formation. Bah écoute, si le ministre de la Santé et de l'Éducation passe par là, qu'il te reçoive pour en discuter. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? Je suis en train d'écrire mon 3e livre et je suis en train de produire un docu-série avec ma maman qui a eu un cancer il y a 2 ans, où je l'ai accompagnée pendant 1 an sur sa réathlétisation. Et on est en phase de montage et ça sortira en fin d'année. Donc je suis très fière de ce projet. Ok, top. Tu as déjà une date peut-être de sortie? L'avant-première, on va faire un lancement au cinéma avec un court-métrage qui reprend mon parcours, qui sera le 20 novembre au cinéma à Paris. Et ensuite, le docu-série devrait sortir dans la foulée, donc fin d'année normalement, entre fin novembre et le mois de décembre. Ok, bah écoute, l'épisode sort le 16 novembre, donc du coup ce sera quelques jours avant l'avant-première du court-métrage. Ok, bah top, très beau projet. Et la dernière question, est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? T'as déjà donc Gaëlle Bendassari. Il y a Mélissa Carlier, je sais pas si tu la connais, qui parle de flux libre instinctif. Si tu t'intéresses à la santé des femmes, elle est incroyable. Elle a justement coproduit un documentaire sur le flux libre instinctif. Alors le flux libre instinctif, c'est le fait de gérer ses saignements sans protection hygiénique, à la sensation en fait, et finalement de gérer ses règles en allant aux toilettes quand il faut que ça s'écoule, tout simplement. Donc c'est un sujet qui est passionnant. Elle est kiné de formation et elle est très très intéressante. Elle a une vision de la santé de la femme qui est incroyable. Donc ouais, Mélissa. Ok, bah écoute, parle-lui de moi, comme quoi tu as parlé d'elle dans le podcast, et puis je la contacterai avec plaisir. Plaisir. Ok, bah écoute, Alexia, merci beaucoup pour tout ça. Je vais te laisser vaguer à tes occupations et merci pour ton temps. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Avec plaisir, bonne journée, à bientôt. Ciao. Merci Alexia pour ta sincérité, ton énergie et ta vision pleine de bon sens. Si cet épisode t'a parlé, t'a aidé ou t'a donné envie de parler enfin du périnée autour d'un café, partage-le, abonne-toi et laisse un petit mot sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, rappelle-toi, après 40 ans, la vie ne ralentit pas, elle change juste de tempo. Et avec les bons outils, ce tempo peut être juste parfait. À très vite pour un prochain épisode et d'ici là, on reste focus et on enclenche le changement. Focus Podcast.